Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Digital Frontier Institute. Nous sommes très ravis de vous savoir toujours nombreux à vous connecter, à vous inscrire et à participer à nos webinaires en français, ce qui témoigne de votre pleine adhésion à l'initiative francophone que nous avons lancée il y a de cela 3 mois. Et nous sommes particulièrement heureux de vous savoir toujours nombreux à nous suivre. Donc, pour ceux qui découvrent Digital Frontier Institute DFI, DFI, Digital Frontier Institute, est un institut de formation basé à Cape Town, en Afrique du Sud, et spécialisé dans l'enseignement de la formation en finance digitale, dans la formation en finance digitale. Donc, nous proposons aujourd'hui 25 modules de formation sur des thèmes aussi variés tels que la monnaie digitale, les opérations de mobile money, la réglementation des services financiers, l'identité digitale, etc. Nous proposons également à nos auditeurs un cycle de formation de 3 années, appelé le cycle d'expertise en finance digitale, le Certified Digital Finance Practitioner, CDFP, qui donne aux participants une vue en 360 degrés sur l'écosystème des services financiers numériques et qui soutient également l'ambition des fondateurs de DFI de créer une profession des spécialistes de la finance digitale, une profession distincte de la profession bancaire. Alors, le mois de novembre à DFI a été consacré à la mésofinance. Donc, la mésofinance, c'est une discipline de la finance qui se consacre au développement de services financiers adaptés aux micro, petites et moyennes entreprises, donc les MPME. Et à DFI, nous avons choisi d'organiser pour vous 3 webinaires. Il y avait deux webinaires en anglais et un webinaire en français. C'est celui qui nous réunit ce jour. Donc, nous parlerons aujourd'hui des sources alternatives de financement des MPME en Afrique, notamment le crédit digital, le pay-as-you-go et le crowdfunding. Donc, pour débattre sur ce thème, nous avons invité pour vous 3 experts dont les actions à différents niveaux permettent d'offrir des alternatives de financement aux MPME du continent. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je voudrais vous prier d'accueillir avec moi M. Arnaud Poissonnier, qui est expert en financement participatif, donc le crowdfunding, et fondateur de la plateforme de crowdfunding Babylon Report. Monsieur Poissonnier est basé en France. Bonjour, Monsieur Poissonnier. Bonjour, Maxime. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci, merci. Je vous prierai également d'accueillir, mesdames et messieurs, Monsieur Léonide Michael Saint-Saint, qui est docteur en économie des énergies et fondateur de ARES. ARES, ça se définit comme African Renewable Energy System Solution, et c'est une start-up basée au Bénin et qui est également implantée dans plusieurs pays de l'UEMOA, donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et cette start-up est spécialisée dans la vente et l'installation d'équipements solaires et justement, l'un des aspects en fait qui nous intéresse avec ARES, c'est l'option, le mode pay-as-you-go qui est offert à ses clients. Bonjour, Monsieur Saint-Saint. Maxime, bonjour. Bonjour aux autres panélistes et bonjour à tous ceux qui se sont joints en cette matinée de week-end. Merci, Monsieur Saint-Saint. Chers participants, je voudrais également vous prier d'accueillir Monsieur Amin Idriss Adoum, qui est directeur de l'exécution des programmes de l'AODA NEPAD, l'agence de développement de l'Union africaine et du NEPAD. Monsieur Adoum est basé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Bonjour, Monsieur Adoum. Je crois que le micro de Monsieur Adoum n'est pas activé. Bonjour, Monsieur Adoum. Bonjour, Monsieur le Conseiller, et puis bonjour à tous les participants. Désolé d'être légèrement en retard. Pas de souci, soyez le bienvenu sur ce webinaire. Nous venons à peine de commencer. Donc, merci à vous, messieurs les panélistes. Alors, les échanges de ce jour vont s'articuler autour de 3 axes. Dans le premier axe, nous verrons comment le crédit digital, le crowdfunding et le pay-as-you-go répondent aux besoins des MPME du continent. Nous verrons dans un deuxième axe comment les États africains peuvent s'approprier de ces sources alternatives de financement pour améliorer l'inclusion financière et développer l'entrepreneuriat. Et dans un troisième axe, nous verrons quels sont les risques associés à l'utilisation de ces sources alternatives de financement et comment les cadres réglementaires et juridiques peuvent-ils faciliter ou limiter leur utilisation. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, donc de lancer la discussion, j'aimerais rappeler quelques dispositions pratiques. D'abord, ce webinaire sera enregistré et publié sur le site de Digital Frontier Institute et sur YouTube. Les panélistes répondront aux questions à la fin de la discussion qui va durer environ 1 heure.
et nos participants pourront poser leurs questions via le chat box. Donc, nous prions à cet effet les participants de préciser leur nom, prénom, le panéliste auquel la question est adressée, leur email, afin que si nous n'arrivons pas à répondre à la question pendant la session, que nous puissions vous envoyer les réponses par mail. Et enfin, j'aimerais peut-être préciser quelque chose, c'est que M. Poissonnier, compte tenu de quelques contraintes professionnelles, va devoir nous quitter aux environs de 10 heures GMT. Donc, nous ferons en sorte que les premières questions de nos participants lui soient adressées. Donc, sans plus tarder, je m'en vais ouvrir cette discussion avec le premier axe dans lequel nos panélistes nous aideront à mieux apprécier la pertinence du crédit digital, du péage du Go et du crowdfunding avec les besoins de nos MPME en Afrique. Donc, je vais peut-être commencer avec une première question pour monsieur Idriss Adoum pour planter un peu le décor sur les questions liées au financement des MPME, comment cela se présente sur notre continent. D'abord, c'est déjà important de définir ce que c'est qu'une MPME. Qu'est-ce qu'une MPME en Afrique? Et si aussi, nous aimerons quand même que M. Adoum puisse nous faire un état des lieux de l'accès au financement de ces entreprises sur le continent. M. Adoum, vous avez la parole. Merci beaucoup, Maxime. Il y a plusieurs définitions, en fait, pour les micro, les petites et les moyennes entreprises. Et puis, il est vrai que généralement, les spécialistes ne s'entendent pas beaucoup dessus. Toutefois, à l'ODANEPAT, Agence de développement de l'Union africaine, nous avons pris le parti de la simplicité. Donc, nous sommes partis sur le nombre d'employés que pourrait contenir une micro, petite ou moyenne entreprise. Du coup, entre 0 et 10, entre 1 et 10, c'est une micro-entreprise. Entre 11 et 50, c'est une petite entreprise. Et entre 51 et 100, c'est une moyenne entreprise. Donc, c'est comme ça que nous avons défini. C'est beaucoup plus simple à cause des difficultés en fait, de conversion en monétaire. C'est plus simple d'utiliser le nombre de personnes qui travaillent pour l'entreprise. Ça, c'est. Vous voulez que je continue sur les difficultés de financement ou Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons besoin de savoir un tout petit peu quel est l'état des lieux du financement des MPME en Afrique. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui pour une MPME de pouvoir mobiliser un financement auprès du secteur financier traditionnel? D'accord, très bien. Alors, il faut déjà savoir qu'en Afrique, nous pensons qu'il doit y avoir entre 95 et 100 millions de micro, de petites et de moyennes entreprises. Entre 40 et 45%, je pense, de ces entreprises, presque la moitié, sont situées au Nigeria. Et puis ensuite, le Kenya vient en seconde position. Puis, bien entendu, vous avez des pays comme l'Égypte, ensuite l'Afrique du Sud. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est de noter que quand on parle de 90%, en fait, 80% de ces micro, petites et moyennes entreprises sont situées dans les 10 économies les plus importantes en Afrique, les plus larges. L'Afrique a commencé par le Nigeria, bien entendu, en termes de PIB. Alors, ces entreprises ont toutes des difficultés de financement qui sont liées à 4 facteurs principalement. Le premier facteur, c'est que 92% d'entre elles opèrent dans le secteur informel. Du coup, elles ne sont pas organisées. Et qui dit absence d'organisation, absence de formalisation, dit bien entendu risque. Ce qui fait que les banques n'ont pas du tout envie de prêter à des entreprises qui sont perçues comme risquées. Le deuxième facteur, eh bien, il est lié aussi au contexte institutionnel dans lequel ces entreprises évoluent. Nous avons des contextes institutionnels qui sont quand même rigides d'un point de vue réglementaire pour les banques, ce qui empêche les banques aussi de prendre des risques. Mais ces contextes institutionnels est aussi lié à l'absence de protection, parce que si une banque investit ou fait un prêt à une micro-entreprise ou une entreprise qui n'arrive pas à rembourser, elle a très peu de moyens en fait, juridiques, légaux pour pouvoir rentrer dans ses droits. Et puis, d'autre part, il faut aussi dire que dans beaucoup de pays, à cause du niveau de corruption, les banques aussi ne vont pas forcément gagner. Le troisième facteur, il est toujours aussi institutionnel,
les difficultés, en fait, ou plutôt la rigidité de nos institutions bancaires, les banques centrales, en fait, rend quand même très difficile, je dirais, la capacité des banques à mobiliser des épargnes de longue durée ou des dépôts de longue durée. Du coup, comme les banques n'ont pas de dépôts de longue durée, elles ne veulent pas non plus prendre des risques sur la longue durée. Donc, et puis, le quatrième et dernier facteur, toujours, je dirais, c'est comment nous l'avons défini comme étant la difficulté pour les MPME elles-mêmes, en fait, de se projeter sur un temps qui soit relativement long. Bref, tous ces facteurs rendent extrêmement difficile l'accès des MPME au financement, ce qui fait que pour pouvoir résoudre, en fait, ce problème, nous nous sommes dit, il n'y a que 3 solutions, ou plutôt, il y a 3 solutions possibles. Et la première et principale solution consiste déjà en encourager les micros, les petites et moyennes entreprises à se formaliser davantage. Et ça va par de la formation. C'est extrêmement important. Par contre, pour que ces entreprises acceptent de se former et se formaliser, il leur faut des incentives, comme on dit en anglais. Donc, quelque chose qui puisse les attirer pour pouvoir le faire. Parce que depuis 60 ans, on essaie de les y encourager, mais ça ne les intéresse pas du tout, en fait. Donc, et elles ont raison. Donc, je reviendrai sur ça lors du débat, si possible. Donc, il faut les encourager pour qu'elles puissent se former. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Parce qu'une fois qu'elles sont formées, qu'elles sont structurées, qu'elles sont organisées, bien entendu, le risque est déjà divisé par 2. Le risque est divisé par 2. Mais là, je pense que je vais arrêter ici pour ne pas abuser de mon temps. Et puis, si M. Lukosi, je peux revenir tout à l'heure encore. Merci. Merci, M. Adoum, de nous avoir planté un tout petit peu, de nous avoir aidé à planter le décor. On comprend clairement à travers votre intervention. Aujourd'hui, le secteur financier classique répond difficilement aux besoins des MPME du continent. Et ça se voit très bien à travers les taux d'inclusion financière, les taux de bancarisation au sens strict, surtout en Afrique subsaharienne, qui restent quand même relativement faibles. Et là, ça montre quand même un tout petit peu le potentiel que représentent ces sources alternatives, puisque à part les acteurs traditionnels du financement que nous connaissons, notamment les banques, les IMF, aujourd'hui, nous avons des acteurs non bancaires qui, d'une certaine façon, arrivent à proposer des alternatives, des solutions qui permettent de répondre, d'adresser d'une certaine façon le gap de financement sur le continent. Et justement, l'un des acteurs, je vais dire, l'une des sources alternatives de financement qu'on trouve aujourd'hui, c'est le crowdfunding. Et là, j'aimerais me tourner vers M. Poissonnier pour nous parler, qui est expert en financement participatif. Et j'aimerais que M. Poissonnier puisse nous dire ce que c'est que le crowdfunding, quel est le public qui est visé à travers une plateforme de crowdfunding. Et peut-être plus tard, nous parlerons des risques associés à l'utilisation d'une plateforme de crowdfunding. Mais d'abord, savoir exactement ce que c'est que le crowdfunding et quel est le public visé. Monsieur Poissonnier, vous avez la parole. Oui, merci Maxime. Alors effectivement, moi j'ai eu la chance de tomber un peu dans la bassine du crowdfunding très vite, hein, puisque c'est en France que j'ai créé il y a une douzaine d'années le site Babylone, donc qui est le plus vieux site de crowdfunding en activité en France et qui a une particularité puisqu'il est dédié au microcrédit. C'est une plateforme qui, dans le sillage des Américains Kiva, permet effectivement à la foule, hein, donc le crowd c'est la foule, le crowdfunding, donc la foule de venir soutenir des petits projets dans les pays en développement, donc des petits projets qui obtiennent de la part d'institutions de microfinance des microcrédits. Eh bien, la plateforme Babylone permet à des Babyloniens, comme on les appelle, hein, de venir prêter tout ou partie de la somme nécessaire au financement de ce petit microcrédit à l'autre bout du monde. Et donc, on a eu la chance de pouvoir lancer ça il y a une douzaine d'années. On est devenu le leader européen de ce segment très particulier du crowdfunding, le crowdfunding de microcrédit, le numéro 2 au monde derrière les Américains Kiva. Maintenant, quand j'ai dit ça, Babylone n'est pas, en aucun cas, Babylone n'est représentatif de l'ensemble des métiers du crowdfunding, hein. L'univers du crowdfunding, c'est un univers d'outils de financement effectivement innovants pour les projets, mais c'est un univers assez large, hein, puisqu'il y a 3 grandes familles d'outils de crowdfunding. Il y a les outils de dons et de dons-récompenses. C'est les fameux sites comme Kickstarter, Indiegogo aux États-Unis, KissKissBankBank, enfin, etc. En France, vous avez l'univers des plateformes de prêt, ce qu'on appelle le crowdlending.
Donc des outils qui permettent à des internautes de prêter de l'argent à des projets, à des entreprises en général un peu plus matures que dans le cas du don récompense. Et enfin, les plateformes de crowdfunding d'investissement, qu'on appelle le crowd equity, qui permet aux internautes, en quelques clics, de devenir actionnaires, tout simplement, et de participer au capital d'une entreprise, d'une start-up à l'autre bout de la chaîne. Donc, on a ces trois univers qui sont des univers très, très différents parce qu'ils ne concernent pas le même type de projet. Et par exemple, si on regarde les projets qui vont se financer en dons récompenses, en général, on va être sur des startups, on va être sur des projets solidaires, des projets associatifs, enfin, etc. Et avec des sommes qui sont globalement de taille assez réduite. Alors, pardonnez-moi, je vais prendre les chiffres de la France, mais sur le don récompense, on est sur des sommes qui vont être autour de 4 000 euros. On a lancé il y a quelques années, malheureusement, ils ont arrêté, ce qui était une mauvaise idée, mais on avait lancé un site de dons récompense avec l'Organisation internationale de la francophonie, donc qui était un site de dons récompense destiné à des porteurs de projets francophones, en Afrique francophone notamment. Le ticket moyen, il était autour de 1 000, 1 200 euros. Donc, on est sur des petites sommes. Dès qu'on va sur des outils de prêt pour les entreprises, donc de crowdlending pour les entreprises, en France, on est plutôt sur des montants qui sont de l'ordre de 100, 120 000 euros. Mais ça s'adresse plus, dans ce cas-là, des porteurs, des créateurs de projets, des start-upers. Ça s'adresse à des entreprises matures, par nature, puisqu'il faut que ce soit des entreprises qui puissent rembourser le prêt qu'elles ont souscrit en ligne sur une plateforme de crowdlending. Donc, on est là en phase de projets qui sont en général plus matures et qui sont en capacité de remboursement. Par exemple, actuellement sur Babylone, et on vient de lancer un nouveau site qui s'appelle Babylone Impact. Donc, Babylone, c'est du prêt solidaire, et Babylone Impact, c'est de l'épargne du prêt rémunéré. Eh bien, on commence à rentrer sur ce segment de la mésofinance sur Babylone Impact avec des PME, des coopératives, des très belles coopératives, enfin des entreprises qui sont de taille assez significative, comme souligné Amine sur de la PME. Et là, dans ce cadre-là, on peut faire du prêt parce que l'entreprise est suffisamment, entre guillemets, costaud pour pouvoir rembourser le prêt. Et enfin, sur ce qu'on appelle le crowd equity, donc là, on est sur des sommes encore plus élevées. En France, on est autour de 500 000 euros, puisque là, on est carrément sur des levées de fonds en capital, sur des startups, là également un peu matures, qui ont montré qu'elles avaient une preuve de concept ou qu'elles avaient un métier qui avait des chances d'être rentable dans les années qui suivent. Donc là, on arrive à lever, mais c'est du business angel, c'est de l'aventure, du venture capitalisme, où là, la foule vient carrément investir au capital. Donc là, sur des sommes globales qui sont beaucoup plus importantes. Donc on voit déjà qu'on n'a pas du tout accès au même genre d'outils pour les mêmes projets. C'est une particularité importante du crowdfunding que de bien cibler en fonction des projets l'outil qui est plus ou moins adapté. Et puis, on en reparlera après, mais en tout cas, s'agissant de l'Afrique, on a évidemment un sujet qui est votre question de tout à l'heure, qui est de dire, voilà, est-ce que les outils de crowdfunding répondent bien à cette problématique du gap de financement ? Or, on s'aperçoit que déjà en France et en Europe ou aux États-Unis, ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'on a beaucoup présenté le crowdfunding comme un outil de financement des fameux gaps de financement, alors qu'en fait, souvent, ça ne fait que doubler ou que concurrencer les banques. Donc, ça n'est pas toujours un gap. Alors oui, sur les startups, oui, sur les jeunes projets créatifs avec le don récompense, c'est un outil fabuleux d'amorçage de projets. Sur le lending, ce n'est pas toujours évident. Ça l'est un peu plus sur l'equity. Mais enfin, voilà, il faut regarder chaque outil, et chaque outil parfois remplit cette fonction de financement du gap, parfois pas. Donc, c'est un grand sujet du crowdfunding. Et cette question est particulièrement vraie pour l'Afrique, puisqu'aujourd'hui, en Afrique, il y a fondamentalement, malheureusement, très, très peu de plateformes efficientes, efficaces, qui génèrent de la volumétrie pour financer des projets en Afrique. Alors, on pourra en parler après si vous voulez, il y a plein d'explications à ça, il y a des explications économiques, des explications sociologiques, des explications réglementaires, évidemment, c'est le gros sujet, les réglementations globalement en Afrique, mis à part Afrique du Sud et les pays d'Afrique de l'Est qui sont beaucoup plus avancés que l'Afrique francophone, mais globalement, les réglementations sont bien trop en retard et trop restrictive en Afrique, qui fait qu'il y a tout un tas d'outils du crowdfunding, tout simplement, qui ne peuvent pas se déployer et qui, aujourd'hui, sont sur le papier des alternatives au gap de financement, mais en pratique, ne le sont pas, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas se déployer. En plus de
problèmes de pédagogie, d'éducation qui font que c'est sympa de se dire qu'il y a des outils de crowdfunding qui pourraient financer des PME de toutes sortes de projets de dynamisation de l'économie en Afrique, etc. Mais que dès lors que les gens ne savent pas comment, qu'on n'y a pas accès, qu'en plus les gens ne savent pas comment on s'en sert, et là je parle des deux côtés de la chaîne, c'est-à-dire aussi bien côté des contributeurs, des gens qui pourraient mettre de l'argent dans le projet, que des porteurs de projets, dès lors que ces deux foules, ces deux populations qui sont censées se retrouver sur une plateforme ne connaissent pas bien la façon dont on utilise le métier, ça ne sert à rien et il ne se passe rien. Donc, on a vraiment beaucoup de problématiques, mais on pourra détailler après si vous le souhaitez, mais il y a beaucoup de problématiques qui font que, oui, sur le papier, vous avez raison, on a des outils qui sont des outils d'alternative au financement des PME, notamment en Afrique, mais qu'en pratique, malheureusement, elles sont encore tellement peu déployées que dans les chiffres, on ne peut pas dire que c'est une vraie alternative aujourd'hui. Merci Arnaud. Nous allons toujours rester avec vous. J'ai compris à travers votre intervention que sur le continent, le crowdfunding, on ne s'est pas encore vraiment approprié cet outil. Il y a encore très peu de plateformes et vous avez évoqué un certain nombre de raisons qui touchent non seulement à la réglementation, également je vais dire à la pédagogie. Et justement sur cet aspect-là, sur ce point, j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire comment en fait mobiliser un financement sur une plateforme de crowdfunding. Je crois que c'est vraiment l'occasion pour ceux qui nous suivent de savoir comment ça se passe, comment ça fonctionne lorsqu'on veut mobiliser un prêt, lorsqu'on est une MPME et qu'on veut mobiliser un prêt sur une plateforme de crowdfunding. Donc, nous allons commencer par faire de la pédagogie avec vous, Arnaud. Ça, c'est une question très, très intéressante et surtout, elle implique d'avoir conscience de deux choses essentielles dans le crowdfunding. C'est qu'en fait, dans le crowdfunding, vous avez deux familles de sites de crowdfunding. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des trois métiers, donc le don, le prêt et l'investissement en capital. Donc, ça, c'est les familles, enfin, c'est les catégories de sites. Mais en fait, vous avez deux grandes familles. Les deux grandes familles, c'est d'un côté, vous avez les sites qu'on appelle des sites d'autocollecte. Les sites d'autocollecte, ça parle de soi-même, ce sont des sites par lesquels le porteur de projet va collecter de l'argent autour de lui. D'accord ? C'est le cas du don-récompense, par exemple. Alors, vous savez, quand on apprend, la première chose qu'on apprend quand on parle du crowdfunding, c'est les fameux cercles concentriques autour du porteur de projet. C'est ce qu'on appelle des sites d'autocollecte. Donc, c'est je suis porteur de projet. Mon projet est accepté en ligne par une plateforme de don-récompense, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui vont trier, qui vont refuser tout un tas de dossiers. Tous les dossiers ne sont pas acceptés. Il faut avoir ça aussi à l'esprit. C'est que le porteur de projet doit avoir un projet qui est bien structuré, qui est clair, qui est transparent, qui est honnête, qui paraît raisonnable financièrement, etc. Parce que sinon, il n'est même pas accepté par la plateforme. Et une fois qu'il est accepté, le job du porteur de projet, c'est de collecter autour de lui. Et tous les messages qu'on voit encore beaucoup, y compris sur des grands sites de don-récompense, qui donnent l'impression que quand vous êtes porteur de projet, il suffit de mettre votre projet en ligne, d'être accepté et que l'argent va tomber du ciel, et bien ça, c'est faux à 99%. Parce que les fameuses campagnes, on appelle ça des campagnes, qui collectent toutes seules, il y en a, et d'ailleurs tous les sites de don-récompense les mettent en avant, mais ces campagnes sont absolument exceptionnelles et elles ne sont absolument pas révélatrices de la façon dont ça fonctionne en grande majorité. En grande majorité, ça fonctionne sur l'autocollecte, c'est-à-dire la capacité du porteur de projet à collecter autour de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le porteur de projet soit un sacré commercial, il ait des tripes pour être capable de vendre son projet autour de lui, petit 1, et petit 2, il faut aussi que le autour de lui soit un autour de lui qui soit solvable, c'est-à-dire qu'il soit un autour de lui qui puisse apporter de l'argent au projet. Et donc, si on répond non à l'une des deux questions, il ne faut même pas y aller. Donc, ça, c'est toute la famille d'outils d'autocollecte, c'est les sites de dons-récompense. Dès lors qu'on a assimilé ça, c'est un outil très intéressant. Aujourd'hui, il y a près de 40 ou 50% des startups en France qui se financent là-dessus. Le don-récompense est devenu un formidable outil d'amorçage des startups. Parce qu'effectivement, quand il n'y a pas d'argent pour lancer sa boîte, le fait d'avoir un outil numérique qui me permet de lever de l'argent autour de moi pour lancer mon projet, amorcer ma startup, c'est absolument génial. Et en plus, cet outil a des vertus pour les porteurs de startup, c'est qu'il permet de faire connaître le produit que je veux lancer, c'est ce qu'on appelle la pré-vente. Je lance un produit, je l'annonce à l'avance, je lève de l'argent autour de ça, et puis je diffuse mon nouveau produit. Donc, il y a des vertus aussi de trouver des clients, pour faire connaître sa marque, pour faire des études de marché. Le crowdfunding a plein de vertus, mais là encore, c'est souvent un outil d'autocollecte, il faut l'avoir à l'esprit.
À l'inverse, la deuxième famille, c'est les outils de prêt et les outils d'investissement sont des outils d'épargne. Et là, la logique n'est pas du tout la même. La logique, c'est que certes, vous allez pouvoir faire de l'autocollecte. C'est-à-dire que moi, si j'emprunte de l'argent sur une plateforme de crowdfunding, je peux aller voir ma grand-mère, je peux aller voir qui je veux en disant, bah voilà, prête de l'argent sur mon projet, etc. Mais la philosophie de ces outils, que j'appelle des outils de crowdfunding d'épargne, ce n'est pas du tout ça. C'est que le porteur de projet, qui va être une PME mature ou une start-up qui peut lever de l'argent parce qu'elle a un beau projet, va aller voir un site qui, lui, a trouvé des épargnants déjà en amont. Et donc, c'est ce que j'appelle le crowdfunding d'épargne, où là, l'enjeu du porteur de projet, c'est certes de collecter un peu autour de lui, mais c'est surtout de trouver une plateforme qui a déjà des épargnants. Parce que le job de cette plateforme, c'est de proposer à ces épargnants un investissement sous forme de prêt ou d'investissement en capital sur des projets qu'elle présente. Donc, c'est la plateforme va chercher le projet et présente le projet aux épargnants qu'elle est allée chercher par du marketing, de la publicité. Elle va draguer les épargnants des banques pour essayer de les récupérer, etc. etc. Et donc là, l'enjeu, c'est de trouver une plateforme qui est suffisamment grosse, qui a suffisamment d'épargnants. Parce que si vous allez sur un site de crowdfunding d'épargne où il n'y a pas d'épargnants, bah, votre projet ne sera jamais financé. Et donc, d'un côté, vous voyez la différence de philosophie. D'un côté, il faut être en capacité de collecter soi-même de l'argent. De l'autre côté, il faut trouver une plateforme qui a suffisamment d'épargnants. Or, aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas de plateforme d'épargne, que ce soit en prêt ou que ce soit en equity, ou quasiment pas. Et donc, encore moins des plateformes qui ont beaucoup d'épargnants, puisqu'il y en a quasiment pas. Donc voilà. Et dès lors qu'on a compris ça, eh bien, on a compris le crowdfunding. Or, il faut faire très attention parce que les plateformes, dans leur communication, souvent ne présentent pas les choses comme ça. Merci Arnaud. Et je crois que tout à l'heure, nous allons peut-être toucher un mot par rapport aux aspects réglementaires, puisqu'on voit déjà dans certains pays, notamment en Afrique du Nord, il est formellement interdit, c'est-à-dire que lorsque vous entamez une activité de crowdfunding, vous devez choisir votre métier. Ou bien vous faites du don, ou bien vous faites du prêt. Vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Donc tout à l'heure, nous allons peut-être aborder la question de la réglementation du crowdfunding. Donc, merci Arnaud. Je vais peut-être maintenant me tourner vers M. Saint-Saint pour nous parler du Pay as you go, qui est également une forme alternative de financement pour les PME. Donc, M. Saint-Saint, nous aimerions savoir avec vous ce que c'est que le Pay as you go, également avoir une idée du profil des acteurs offrant ce type de financement, qui nous savons ne sont pas des acteurs bancaires. Et aussi, nous aimerions savoir en quoi le Pay as you go répond au financement des besoins des MPME en Afrique. Monsieur Saint-Saint, vous avez la parole. Merci Maxime. À nouveau, bonjour tout le monde. C'est intéressant pour moi d'intervenir en aval, puisque les deux points précédents en fait étaient très intéressants et surtout permettent vraiment de catalyser la définition du Pay as you go que je vais apporter. Si je prends la première présentation, elle touchait vraiment à la définition des MPME. Et il y a un livre formidable au Bénin écrit par le professeur John Ike qui résume vraiment la plupart des activités en fait informelles. On se rend très vite compte que l'informel, il n'est que de nom, puisque la frontière même avec le secteur réel, elle est très forte. Et elle caractérise aussi la difficulté de financement de cet écosystème. Si j'en viens à la deuxième présentation qui touche sur les sujets de financement, en fait, on se rend très vite compte qu'on parle aussi bien du financement des entreprises que du financement même du consommateur, en fait. Et c'est ce qui me permet, en fait, d'arriver au nœud sur le Pay as you go que je caractériserai, en fait, entre une frontière, entre trois univers. Celui de l'usage, celui du digital et celui surtout de la réglementation. Je pense qu'on y en arrivera par la suite. Le Pay as you go, moi, si on devrait en fait faire une genèse, je reviendrai au début des années 2010, où l'accès à l'énergie, sous l'impulsion des OMD à l'époque, ODD, a vraiment été, je dirais, un trend très fort de la dernière décennie. Apporter l'accès à l'énergie aux personnes vulnérables. Ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait à l'époque, la base of the pyramid. On parle en général des populations ayant un niveau de vie très faible.
moins de 2 dollars en PPA pour parité pouvoir d'achat par jour. Et en fait, dans ce 2 dollars, ce qu'il faut voir, ce n'est pas ce qu'on a dans la main. Ce qu'il faut voir, c'est à quoi ça sert. Se nourrir, se loger, se soigner et répondre aux incertitudes du quotidien. Et Dieu sait qu'en Afrique, en tout cas dans nos pays sous les tropiques, ce qui nous caractérise, c'est la force de l'aléa dans le quotidien. Alors, à ce moment où on parlait très fortement aussi de ce besoin d'accès à l'énergie, il y avait quand même un développement de plus en plus important des TIC. La 3G, la 4G par la suite, la téléphonie mobile. Et du coup, très tôt, certains acteurs, on se réfère à l'Afrique de l'Est, je dirais, ont eu cette idée brillante-là de pouvoir créer ce matching, cette passerelle entre ces deux secteurs. Grâce à un outil, en fait, connecté, pouvoir permettre le financement, en fait, de ces personnes à la base-là qui n'ont pas de capacité, en fait, d'acquisition au comptant. J'ai souvent l'habitude de dire chez nous, en tout cas en Afrique de l'Ouest, au Bénin spécifiquement, que le solaire n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on apporte, puisque les premiers projets solaires au Bénin datent des années 1990, voire beaucoup plus tôt. Nous, on a des précurseurs qui, dans les années 80, déployaient du solaire aussi. Mais en fait, ce qui change la donne aujourd'hui, c'est la qualité des produits qu'on distribue et surtout, c'est assurer la pérennité, en fait, de ces solutions-là. Et du coup, le Pay-as-you-go est apparu comme cet outil formidable-là qui a permis aussi bien de financer des solutions durables et de permettre aux clients de ne pas dégrader leur niveau de vie, puisqu'on est quand même sur des coûts au watt qui sont pas forcément chers, mais qui sont importants compte tenu du niveau de vie des populations. Et du coup, si j'en reviens à ma définition initiale, une frontière entre trois sphères, l'usage, la digitalisation et la réglementation. Sur l'usage, je pense que je l'ai assez développé. On parle ici d'énergie, principalement d'énergie solaire, puisque dans sa spécificité, c'est ce qui aujourd'hui, dans les formes d'énergie, peut se déployer de façon très, très rapide. En fait, l'installation, je dirais, elle est quasiment immédiate pour les produits qu'on adresse dans le Pay-as-you-go. On va y revenir. Historiquement, où il fallait faire une demande d'abonnement. Déjà, il faut que le réseau soit présent. Il fallait faire une demande d'abonnement, payer des frais d'abonnement, se faire installer. Il fallait qu'il y ait des compteurs et ainsi de suite. La digitalisation, sans être forcément un expert de ce secteur, c'est tout ce qui a touché au téléphone connecté, infrastructure 3G, 4G. Il y a eu une très grosse campagne, un travail formidable qui se fait au niveau de GSMA, qui est le principal, je dirais, syndicat, l'association de la plupart de tous les développeurs téléphonie mondiaux dans le monde, en fait, qui travaillent à de plus en plus de synergie. Et on peut même encore aller plus loin parce que je vois aujourd'hui de très grands projets de fibres, en fait, interconnecter les régions africaines. On parle souvent des traités économiques, mais avant les traités économiques, il faut voir aussi tous les traités technologiques. Il faut voir aussi, puisque la mobilité des hommes, en fait, ça a toujours été quelque chose qui s'est inscrit dans le temps. Et du coup, l'avantage de ce côté digital, c'est de bénéficier de cette infrastructure-là, plateforme interconnectée, directement toucher le client et suivre aussi l'historique du client. Parce que c'est ça. Les gens, idéalement, qu'on finance dans le Pay-as-you-go, sont des gens qui n'avaient pas d'historique bancaire, en fait. Et du coup, comment vous arrivez à les adresser, c'est un sacré challenge. Et le dernier point qui touche à la réglementation, je pense que les deux premiers interlocuteurs sont largement revenus et je pense qu'on n'y reviendra pas à la suite encore. C'est au final, qu'est-ce qu'un acteur de Pay-as-you-go? Est-ce qu'un acteur financier? Est-ce qu'une compagnie d'énergie? Est-ce une compagnie de service? C'est un tout. Puisque dans le Pay-as-you-go, je suis content d'entendre parler de tout ce qui touche au crowdfunding, crowdlending, parce qu'aujourd'hui, ce sont aussi des leviers de financement qui sont utilisés par les sociétés pour collecter de l'argent. La difficulté aujourd'hui du Pay-as-you-go, c'est de financer le CAPEX, puisque avant de refinancer le client, il faut que vous ayez déjà une capacité de financement. Ce que nous, on observe en tant que compagnie africaine, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un outil robuste local qui permette de refinancer à hauteur, en fait, du concours de crédit
du bénéficiaire final. En général, c'est quoi? Je prends notre exemple. Vous avez des outils de financement de 6 mois à 12 mois. C'est du financement classique, hein, bancaire ou institutionnel. Or, derrière, vous devez refinancer un client sur 18 mois, 24 mois ou 36 mois. Donc, en fait, vous avez à la fois le challenge de la qualité de l'actif, est-ce que le client repaye bien, et vous avez aussi le challenge, en fait, de la pérennisation de votre viabilité financière. Et c'est tout le challenge, en fait, derrière, heureusement, aujourd'hui, qu'il y a quand même de plus en plus d'initiatives. Donc, pour conclure ces 3 points, le pay-as-you-go, voilà, c'est cette frontière-là, comme je l'ai dit, entre un usage aujourd'hui qui n'est plus qu'une nécessité, entre un secteur en pleine croissance, le digital, le numérique, tout ce qu'on peut mettre dedans, et surtout une base très forte de la réglementation. Quelles sont les limites de chacun des volets qu'on déploie et comment est-ce que tout ça s'est encadré. Le deuxième point de la question touchait aux acteurs. C'est un point qui fâche. Malheureusement, plus de 95% des acteurs de pay-as-you-go aujourd'hui sont des acteurs internationaux. Et ça pose quand même un problème, puisqu'on veut financer des gens à la base et les sous-mobiliser, en fait, ou bien les gros acteurs viennent d'ailleurs. Mais cette réponse ou bien ce constat, il a largement été élucidé plus tôt. C'est parce que aujourd'hui, très peu d'entreprises sont suffisamment viables, sophistiquées et rentables aussi, avec un trend record pour bénéficier de ces financements. C'est pour ça que on cite souvent comme cas d'école M-Kopa, mais je ne suis pas sûr que les premiers sous de M-Kopa viennent du Kenya. M-Kopa, avant tout, société américaine, côte californienne, du venture capital, du capital risque, ou bien beaucoup de subventions aussi pour lancer tout cela. Donc, la plupart des acteurs de pay-as-you-go, ce sont des acteurs avant tout privés internationaux. Voilà. Ce qui est aussi intéressant à observer, c'est que les tout premiers acteurs, hein, bon, il y a eu, je pense, il y a 2 ans, le crash du plus gros, l'allemand Mobisol, c'est que c'était des acteurs aussi qui étaient verticalement intégrés. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit plus tôt, quand vous faites du pay-as-you-go, vous devez collecter de l'argent, vous devez avoir un track record de votre client, vous devez assurer le SAV aussi, et ainsi de suite. Et comme dans l'écosystème, on n'avait pas forcément tous ces cœurs de métier identifiés, ces acteurs-là étaient obligés, en fait, de devoir tout faire. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est plutôt une spécialisation. En fait, on descend plutôt vers une chaîne horizontale. Vous aurez des acteurs, des pure players, par exemple, nous, Ares, sur un volet de la chaîne, nous sommes des distributeurs parce que nous ne fabriquons pas. Nous achetons des produits qui existent et nous bénéficions du service énergie de certaines plateformes pour utiliser. Vous avez des acteurs aujourd'hui qui se positionnent comme des manufactureurs, c'est-à-dire des fabricants de produits. Leur rôle, ce n'est pas d'agresser le marché, mais de mettre sur le marché, en fait, des solutions qui sont viables et qui fonctionnent, et ainsi de suite. Donc, voilà comment on peut récapituler, en fait, que sont les acteurs du pay-as-you-go. Et enfin, est-ce une réponse? Je pense que tout au long de cette session, on essaiera d'apporter des éléments de réponse, puisqu'il est très difficile aujourd'hui de voir le pay-as-you-go comme une réponse en un tout, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes aussi et surtout beaucoup de dérives, si je permets. D'où vraiment l'importance d'une réglementation pour construire un marché sain. Puisqu'aujourd'hui, si nous sommes relativement modestes au Bénin, nous avons quand même à l'actif presque 30 000 clients que nous gérons, et notre vocation, c'est vraiment de faire de l'énergie. Ce qu'on observe en Afrique de l'Est, c'est que forcément, dès qu'il y a des données, il y a un track record, on veut tout financer. Est-ce aussi le rôle des compagnies du pay-as-you-go? Moi, personnellement, je n'y crois pas. Et à un moment où est-ce qu'on définit la barrière entre je suis un acteur énergétique ou bien je deviens une institution financière, tout cela mérite quand même beaucoup de clarification. Et c'est tout l'intérêt, je pense, des sessions comme celle-ci pour que les autorités au plus haut niveau puissent en tout cas tenir compte des retours d'expérience pour la construction de l'écosystème. Donc voilà, merci Maxime. OK, merci M. Saint-Saëns. Je crois que vous avez évoqué une principale difficulté que rencontrent aujourd'hui les sociétés qui proposent des offres en pay-as-you-go, c'est la difficulté à pouvoir financer les CAPEX. Et vous avez également évoqué le fait qu'aujourd'hui, nous avons 95% des acteurs du pay-as-you-go qui sont des acteurs internationaux. C'est vrai, ça se comprend quelque part à travers l'intervention de M. Adoum lorsqu'il dit qu'aujourd'hui, au niveau des institutions bancaires traditionnelles, les ressources disponibles sont des ressources courtes, donc très difficile de pouvoir refinancer des institutions qui, elles,
en fait, ont des clients à qui des solutions en pay-as-you-go sont offertes pour des remboursements sur des durées de parfois de 2 à 3 années. Donc ça montre un tout petit peu la difficulté à pouvoir soutenir de telles initiatives sur le continent, et ce qui fait que certains acteurs du pay-as-you-go sont obligés de se refinancer sur des plateformes de crowdfunding en Europe. Donc ça, c'est une difficulté dont nous sommes tout à fait conscients, et je crois peut-être que ça va nous permettre de faire une transition vers le deuxième axe du webinaire, qui est de savoir comment les États peuvent s'approprier les sources, ces sources alternatives de financement, justement pour pouvoir améliorer l'inclusion financière. Et nous avons quand même pas mal d'initiatives aujourd'hui qui sont portées par des États. Si je veux peut-être citer par exemple au Bénin, une initiative du gouvernement béninois qui, dans le cadre d'un programme social, fait une promotion d'un crédit, un crédit digital, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de la publicité. Donc, une forme de crédit digital qui permet aujourd'hui de pouvoir mettre à disposition des financements, c'est des montants relativement modestes, mais qui sont mis à disposition sans garantie, à part juste une caution solidaire. Une caution solidaire, vous avez un groupe de 2 à 3 personnes qui sollicitent le financement et qui est mis à disposition via des canaux digitaux. Vous avez également des initiatives, on verra peut-être tout à l'heure avec M. Poissonnier, au Mali, une initiative à travers laquelle le gouvernement malien, via une plateforme de crowdfunding, arrive à orienter les flux de transfert de la diaspora malienne vers des projets portés par des micro-entrepreneurs locaux. Donc bref, c'est pour dire qu'aujourd'hui, et je n'oublie pas également le solaire qu'a évoqué tout à l'heure M. Saint-Saint, il y a quand même pas mal d'initiatives qui sont menées par les États qui de plus en plus s'approprient ces sources alternatives de financement en complément des financements du secteur financier traditionnel. Donc là, la prochaine question qui va s'adresser à M. Adoum, c'est de savoir, M. Adoum représente sur ce webinaire l'Agence de développement de l'Union africaine. Nous aimerions bien savoir comment l'AODA-NEPAD, donc l'Agence de développement de l'Union africaine et du NEPAD, adresse le gap de financement des MPME à travers une initiative justement qu'est l'initiative 100 000 MPME à l'horizon 2021. Nous aimerons quand même que vous puissiez nous parler un tout petit peu de cette initiative et aussi comment l'AODA-NEPAD peut-elle encourager les États africains à recourir à des sources alternatives de financement pour compléter le financement des institutions traditionnelles. Monsieur Adoum, vous avez la parole. Merci, Maxime. Alors, notre initiative, elle est construite autour de 4 piliers principaux. Donc, pour pouvoir résoudre la difficulté de financement des micro, petites et moyennes entreprises, nous avons pris le parti d'investir davantage dans la structuration des MPME elles-mêmes. Alors, cette structuration, elle se fait à travers notre Académie africaine des MPME, donc qui offre des formations, du coaching, du mentoring aux MPME en ligne. Donc, nous lançons des plateformes au niveau de chaque pays. Et puis ensuite, en présentiel aussi. Alors, en présentiel, comment ça se fait? Nous sommes en train de passer des accords avec les accélérateurs et les incubateurs au niveau national ou au niveau régional. Donc, et nous mettrons donc à la disposition des micros, des petites et des moyennes entreprises des outils, du contenu en ligne, mais aussi avec des formations en présentiel. Nous avons aussi, surtout dans le cadre des formations relatives à la structuration, décidé que les personnes qui devraient fournir ces formations doivent être les professionnels du financement eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ces professionnels savent exactement ce qui manque aujourd'hui aux micro, petites et moyennes entreprises et ce qu'elles doivent faire pour se structurer davantage. Du coup, ça nous permet aussi de les mettre en relation avec les MPME elles-mêmes, donc de rendre ces institutions accessibles et de permettre aux MPME d'établir des relations fructueuses. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la création des fonds de garantie. Alors, nous sommes en train de créer un fonds de garantie au niveau continental avec l'Agence africaine de garantie, Africa Guarantee Mechanism, donc, qui est Africa Guarantee Fund, donc, qui est le fonds africain de garantie. Nous pensons qu'il est nécessaire en fait de créer un fonds de garantie et de dire au gouvernement aussi de contribuer déjà à ce fonds africain de garantie, mais en même temps de créer éventuellement des fonds de garantie régionaux et des fonds nationaux aussi de garantie. Pourquoi? Ce n'est pas le rôle
du gouvernement de faire du financement. Donc, ce n'est pas vraiment son rôle. C'est le rôle des banques ou des institutions de financement, ou même des institutions un peu comme le PASUGO. C'est important. De toute façon, je reviendrai un tout petit peu sur comment ces PASUGO peuvent aussi éventuellement se refinancer auprès des banques. C'est important que tout le monde puisse passer par un fonds de garantie. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas de ressources illimitées. Les banques aussi n'ont pas de ressources illimitées. Ces ressources, malheureusement, au niveau des banques, sont des ressources très courtes. Et donc, vu que les MPME représentent quand même des risques, la manière dont elles sont organisées sont assez risquées. D'une certaine manière, quand elles sont organisées, elles sont structurées et rentrent dans le circuit formel, le risque est coupé en 2, voire en 3, selon les pays. Et donc, ce fonds de garantie pourra venir pour pouvoir contribuer à réduire ce risque davantage. Ce qui, donc, d'une certaine manière, ouvre la possibilité aux institutions de financement classiques ou même de la microfinance de pouvoir prendre davantage de risques. D'autre part, ce fonds de garantie servira aussi d'une certaine manière de caution au refinancement des institutions de microfinance et des institutions comme de toutes les sources alternatives de financement qui sont en train d'être créées aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, nous pensons que financer, c'est bien, structurer, c'est pas mal non plus, mais en même temps, il faut que les entreprises aient aussi un accès au marché. Parce que de plus en plus, tout le monde parle de financement, mais on oublie en fait de parler très souvent de l'accès au marché. Les entreprises sont là pour faire des affaires, elles ne sont pas là seulement pour se faire financer, parce que ça ne sert absolument à rien en fait de se financer si on ne peut pas accéder au marché. Et donc pour ça, globalement, nous sommes en train de créer une plateforme donc, digitale qui va permettre à ces entreprises une espèce de Alibaba ou voilà, une espèce d'Alibaba, donc davantage de Alibaba plutôt que de Amazon, qui pourront donc éventuellement, qui va donc pouvoir augmenter leur possibilité d'accéder au marché, déjà sur leurs marchés nationaux, mais aussi les marchés régionaux. Et dans ce sens, là, nous encourageons vraiment tout le monde à prendre non seulement la mesure, mais aussi à prendre profit de la zone de libre-échange économique et commercial africaine, commerciale et économique africaine, donc la ZLECAf, donc qui est en train d'être mise en avance, qui permettra à une entreprise béninoise, par exemple, de commercer plus facilement avec une entreprise kenyane. Pourquoi pas? Mais cette plateforme permettra aussi de mettre en relation des acteurs de financement. Donc, et surtout, nous encourageons le gouvernement à venir sur cette plateforme pour faire connaître aussi les opportunités d'affaires que ces gouvernements mettent en avant, par exemple les marchés publics. N'oubliez pas que le premier acheteur dans un pays reste toujours le gouvernement. Ça, c'est vrai même dans les pays les plus avancés d'un point de vue économique. Malheureusement, les MPME en Afrique ont très peu ou accèdent très peu au marché public pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, donc qui est la raison d'organisation, donc elles sont informelles, mais aussi parce qu'elles ne peuvent pas financer leur fonds de roulement. Pourquoi? Lié toujours au fait qu'elles opèrent dans un circuit qui n'est pas tout à fait formel. Et donc, cette plateforme fera remplira ces 3 objectifs: financement, mise en relation, mais aussi éventuellement, et surtout, pas éventuellement, surtout, accès au marché public. Et puis, finalement, le dernier aspect pour pouvoir résoudre les problèmes de financement, et ça c'est un aspect sociologique, la plupart des micros, des petites entreprises en Afrique, leurs porteurs, en fait, n'ont pas d'assurance maladie, n'ont pas d'assurance tout court. Et même les employés n'ont pas d'assurance tout court. Alors, du coup, nous avons pensé qu'il est important de créer des mécanismes donc nationaux, et voire régionaux et continentaux, de micro-assurance santé en direction des promoteurs des micro et des petites entreprises. Du coup, si un membre de leur famille se trouve en difficulté, surtout tombe malade, ces opérateurs ne seront pas obligés de puiser dans les caisses de leur entreprise. Généralement, à cause des problèmes d'organisation, des problèmes de structuration, il se trouve que quand un membre de famille d'un promoteur, d'un éditeur de micro, de petites entreprises tombe malade, on va puiser dans la caisse et puis le lendemain, il n'y a plus assez de fonds pour faire tourner la boîte. Donc, ces micro-assurances santé, qui sont vraiment une solution qui a été testée ailleurs, en Inde par exemple, et qui marche plutôt bien,
quand on les couple avec un gestionnaire médical, permettront d'avoir une couverture médicale suffisante, mais en même temps éviteront au promoteur d'avoir à puiser dans les ressources de son entreprise. Le principal besoin en financement pour les micro et les petites entreprises, croyez-le, n'est pas un besoin en investissement, ce n'est pas forcément du CAPEX. Ces entreprises ont déjà besoin de tourner, donc c'est le fonds de roulement. Spécialement si vous voulez soumissionner à une offre publique, donc plutôt à un marché public, vous avez besoin de fonds de roulement. Et ça, c'est important. Vous avez besoin de fonds de roulement pour payer les salaires, pour payer vos factures d'électricité, d'eau, pour pouvoir acheter et vendre, pour faire tourner votre boîte. Et ça, c'est le principal besoin de financement de la part des MPME. Du coup, je crois que notre système, donc notre proposition, spécialement notre proposition que nous mettons en avant avec ces fonds de garantie, bien entendu, il y a une partie pour financer du CAPEX, pour financer des investissements de durée longue, mais nous insistons davantage pour pouvoir proposer des solutions, que ces banques et ces institutions financières proposent des solutions de financement du fonds de roulement. Et donc, le fonds de garantie viendra en subventionnement, en soutien à ces demandes de financement de fonds de roulement. C'est important, en fait, d'insister sur cet aspect parce que le plus souvent, nous, on voit des acteurs, tout le monde parle de financer des investissements, de financer du CAPEX, c'est très bien, mais malheureusement, ou plutôt heureusement, ce n'est pas le besoin premier. Nous avons fait une enquête auprès de plusieurs milliers d'entreprises donc, sur le continent, ici, et nous sommes arrivés à cette conclusion que, en réalité, quand le promoteur vous dit nous avons besoin d'argent pour tourner, c'est nous avons besoin d'argent pour tourner, c'est pas nous avons besoin d'argent pour investir. Donc, généralement, on se trompe et je pense qu'il faut vraiment que les promoteurs des solutions de financement essayent eux aussi de répondre au véritable besoin, donc qui est le besoin en fonds de roulement. Donc, voilà ce que nous faisons en ce moment. Je voudrais terminer mon propos en insistant sur le besoin qu'il y a à revoir les réglementations. C'est vrai, nous parlons, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a des solutions qui existent aujourd'hui, spécialement en Afrique du Sud, mais aussi dans des pays comme le Kenya. Et ce sont ces solutions, en fait, qui ne peuvent pas malheureusement être mises en œuvre si le régulateur, spécialement donc pour l'Afrique de l'Ouest, c'est la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, pour l'Afrique centrale, donc pour les pays francophones, ce sont les deux banques principales. En fait, pour les pays francophones, nous avons en gros 4 banques centrales, ou 5 banques centrales, en fait, si j'ajoute le Rwanda. Donc, nous avons la BCEAO, la BAC, 6 banques centrales, pardon, la BCEAO, la BAC, la Banque centrale mauritanienne, et puis la Banque centrale guinéenne, et vous avez ensuite la Banque centrale burundaise, et la Banque centrale rwandaise, la Banque centrale de la RDC, donc ça fait 7 banques centrales en gros, désolé. Si ces banques centrales, en fait, ne viennent pas toutes ensemble et mettent en œuvre des réglementations beaucoup plus flexibles. Et puis finalement, ces solutions ne peuvent pas non plus être mises en œuvre si les gouvernements ne résolvent pas un problème majeur qui est le problème du foncier, en facilitant justement l'accès donc à la propriété. Et puis cet accès à la propriété, ça se fait uniquement si on permet aux gens d'obtenir des titres fonciers. Pour le moment, c'est extrêmement difficile. Et tant que ces problèmes ne sont pas résolus, je ne pense pas que les banques commerciales pourront être en mesure de financer quoi que ce soit. Aujourd'hui, elles font il y a un subterfuge que les banques centrales, enfin les banques commerciales font, qui consiste à donner des crédits à la consommation qui peuvent aller jusqu'à 5 ans, qui en réalité sont des crédits quand même assez longs, mais d'un point de vue, je dirais, assurance, c'est beaucoup plus facile pour elles d'obtenir des garanties et de se refinancer elles-mêmes et d'assurer le risque quand elles parlent en fait de crédit à la consommation. Mais je vais arrêter ici pour ne pas prendre trop de temps. Merci. Okay. Merci, M. Adoum. La prochaine question va s'adresser à monsieur Poissonnier qui va nous quitter dans quelques minutes. Donc, toujours par rapport aux initiatives portées par les États en utilisant des sources alternatives de financement, nous avons quand même une expérience très intéressante qui a été menée au Mali. Et en fait, tout à l'heure, j'avais déjà commencé par présenter cette initiative. Il s'agissait en fait pour le gouvernement malien de pouvoir canaliser les flux de la diaspora malienne vers une plateforme de crowdfunding afin de pouvoir soutenir des projets portés par des entrepreneurs en zone rurale. Donc, la plateforme
Babylone de M. Arnaud Poissonnier a participé à cette initiative. Donc, j'aimerais, Arnaud, pour les quelques minutes que vous allez encore partager avec nous, que vous puissiez un peu nous partager, que vous puissiez partager avec nous cette expérience, nous dire un tout petit peu quels ont été les résultats obtenus et les leçons apprises de cette initiative. Arnaud, vous avez la parole. Merci Maxime. Peut-être juste avant, sur la problématique des carences de réglementation ou des contraintes réglementaires qu'évoquait Amine. Moi, je vais vous faire part d'une anecdote. En plus, elle concerne le Bénin. C'est qu'il y a 5 ans de ça, on avait lancé une petite plateforme, un test, soutenu par l'ambassade du Bénin à Paris, enfin, etc. On avait lancé une petite plateforme. Ça s'appelait le Défi Bénin. On avait mis quelques projets béninois dessus et le but, c'était de mobiliser la diaspora béninoise en France pour financer. Ça avait pas mal marché. Alors, on avait eu du mal à mobiliser une grande partie de la diaspora. En revanche, dans la partie de la diaspora qui avait participé, il y avait un taux de gens qui prêtaient qui était exceptionnel pour nous. Donc, on savait qu'on avait mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'a marqué à vie. Le jour où on a inauguré le lancement de cette plateforme Babylone Bénin, c'était lors d'une grande conférence qui avait lieu à Paris sur le financement de projets. Enfin, c'était une conférence des bailleurs de fonds internationaux pour le Bénin à Paris. Et donc, il y avait tous les ministres, il y avait le président béninois qui était là, etc. Et dans le cadre du protocole, on avait convenu avec les équipes, l'ambassade et les équipes et la présidence que le président du Bénin inaugurerait la plateforme Bénin en prêtant en direct, dans la conférence, il y avait les médias, etc., prêterait une petite somme symbolique, mais histoire de montrer que la présidence soutenait le truc. Et donc, à 2 minutes du moment où le président s'apprête à monter sur la scène pour faire un prêt, il y a son conseiller ministre des Finances qui vient le voir et qui lui chuchote à l'oreille un truc en lui disant « Non, il ne faut pas le faire ». Et le président, au dernier moment, ne va pas prêter sur la plateforme. Pourquoi? Tout simplement parce que son ministre des Finances lui avait rappelé 2 minutes avant de le faire qu'au titre de la réglementation UMOA, activité bancaire en Afrique de l'Ouest, etc., une personne physique a interdiction de faire un prêt à une autre personne. Et donc, le protocole n'y avait pas pensé, enfin, etc. Donc, c'est une petite anecdote, mais elle est symptomatique du fait que, et le ministre des Finances avait raison, évidemment. C'est qu'aujourd'hui, au titre de la réglementation, des résidents en Afrique de l'Ouest n'ont pas le droit de faire de manière récurrente des prêts à d'autres personnes, à des projets, etc. Donc, le crowdfunding de lending ne peut pas exister tant qu'il n'y aura pas une réforme. Et tout est comme ça. C'est la même chose sur l'equity. Donc, on a cette problématique qui est fondamentale. Alors, et il faut, je ne sais pas s'il y a des autorités de tutelle qui nous écoutent aujourd'hui, mais vraiment, c'est un sujet énorme. L'Europe a mis 3-4 ans à suivre l'initiative crowdfunding dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire États-Unis, Angleterre. Ensuite, on a dit, maintenant que le crowdfunding est bien développé en Europe, ça va suivre en Afrique. Mais sauf qu'il y a un blocage réglementaire qui fait que ça ne suit pas. En tout cas, ça suit que très marginalement. Et donc, il y a un obstacle qui fait que le saut de puce de 3 ou 4 ans en 3 ou 4 ans ne fonctionne pas vers l'Afrique. On a le même problème sur le Maghreb, mais qui s'est emparé du sujet, puisque vous avez quand même 2 pays au Maghreb qui sont assez avancés, c'est la Tunisie et le Maroc, qui sont en train de se doter de réglementations spécifiques sur le crowdfunding. Il faut que l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, s'empare du sujet. Il y a des gens qui font du lobby, qui essayent de travailler sur ce sujet. Je pense notamment à l'association FPMA, Financement Participatif pour la Méditerranée et l'Afrique, avec Tamer Endam, qui fait un magnifique travail de conviction sur ces sujets-là. Mais en pratique, ça n'avance pas. Donc, il y a quelques études qui ont été lancées à droite à gauche, mais c'est trop lent, alors que l'Afrique du Sud, le Kenya, etc., l'Afrique de l'Est avance, elle, sur ces sujets. Voilà. Alors, pardon, je fais des digressions, mais c'est important que de passer ce message, notamment s'il y a des gens qui sont intéressés par le sujet. Après, Maxime, effectivement, sur l'expérience qu'on a sur le Mali, alors, pardon, je me permets une toute petite correction, l'initiative n'a pas été lancée par le gouvernement malien. Elle a été lancée, nous avons été approchés il y a 4 ans de ça, par le FIDA. Donc, le FIDA, c'est le Fonds international pour le développement agricole, donc une émanation des Nations Unies, qui est venu nous voir en disant nous, FIDA, on a un programme de mentorat, de jeunes dans les zones rurales au Mali.
notamment sur la zone de Koulikoro, par exemple, et qui sont des jeunes qu'on a envie, nous, FIDA, de former, de manière à ce qu'ils créent des petites activités en local pour éviter justement que ces jeunes aient envie de tous se ruer à Bamako, voire en Europe. Et ils nous ont dit, dès lors qu'on aura mentoré ces petits projets, on va les connecter avec une institution de microfinance, parce que quand ils seront formés, ils auront besoin d'un petit crédit pour lancer leur activité agricole. Donc, l'institution va leur accorder un microcrédit. Et ce qu'on aimerait, c'est faire une triangulation en rajoutant une plateforme de crowdfunding de manière à ce que les diasporas maliennes en Europe puissent financer ou refinancer, en passant par l'institution de microfinance, ces petits projets au bout de la chaîne. Et donc, ils sont venus nous chercher. Nous, on était fous de joie parce que c'était juste après l'affaire du défi Bénin. On était fous de joie de pouvoir essayer, à une échelle plus importante, de construire une plateforme de mobilisation des diasporas par le crowdfunding pour le Mali. Et effectivement, ce programme, on l'a mené depuis 3 ans. Il fonctionne assez bien. On a eu plusieurs centaines de Maliens qui sont venus prêter sur la plateforme. La plateforme, je n'ai plus les chiffres en tête, mais a prêté, je crois, plus de 200 000 € sur 3 ans à, je crois, 200 ou 250 projets. Donc, c'est une plateforme qui fonctionne bien, à tel point que le FIDA, assez heureux de ce travail, on est en train de le prolonger sur 3 années supplémentaires. Donc, c'est une expérience qui va se poursuivre, qui est vraiment très, très intéressante parce qu'effectivement, elle est compliquée à mettre en place. Léonilde disait tout à l'heure, chacun son métier. C'est par excellence un projet où chacun exerçait son métier, c'est-à-dire on a mis une institution de microfinance qui fait le financement, on a mis le FIDA et le FIER, c'est le programme du FIDA qui accompagne ces jeunes sur le terrain, qui lui fait le mentorat, et nous on fait l'intermédiation avec les diasporas en crowdfunding. Et donc chacun son métier, et en construisant comme ça entre partenaires, eh bien, on a quelque chose qui est très intéressant et qui au final fonctionne et qui va continuer sur les années à venir. On aimerait bien un jour peut-être décliner cette expérience sur d'autres pays d'Afrique francophone. Moi, je rêve de lancer un Babylone Afrique qui serait un site mère avec en dessous plein de portails sur chacun un pays d'Afrique francophone. Le deuxième, j'espère que ça sera le Bénin, parce que ça fait longtemps qu'on en parle de créer une plateforme permanente. On va peut-être réouvrir les discussions dans les semaines et les mois qui viennent. Mais voilà, mais c'est des expériences effectivement très intéressantes qui sont compliquées au niveau communication pour aller chercher les diasporas. Parce que vous savez, les diasporas sont habitués dans leur mode de flux entre l'Europe et leur pays d'origine. Elles sont habituées tout simplement à donner de l'argent en famille via Western Union ou d'autres flux numériques, mais elles sont dans une habitude de flux d'assistance, au bon sens du terme, c'est utile, mais de flux d'assistantes, et elles sont peu habituées, peu sensibilisées encore aujourd'hui à l'idée d'affecter une partie de ces flux vers de l'investissement productif dans les pays en développement. Donc c'est aussi notre enjeu par Babylone Mali on a des partenariats avec les associations diasporales maliennes en France. Ça, c'est génial parce qu'avec toutes ces associations diasporales maliennes, on anime tout un tas d'événements pour faire des conférences, pour expliquer l'utilité d'un outil comme Babylone Mali, et leur faire comprendre qu'à côté de l'argent envoyé à la cousine à Bamako, il y a peut-être une petite part de l'épargne du Malien résident en France ou du Français d'origine malien en France qui peut être affecté à l'investissement d'un petit entrepreneur. Donc, c'est aussi tout ce travail de pédagogie qu'on mène autour de Babylone Mali. C'est lent, c'est du gros travail, mais au final, ça fonctionne et on est assez fiers de ce programme. J'espère qu'on pourra le dupliquer. J'espère vraiment, Arnaud, qu'on pourra le dupliquer au Bénin. Nous en parlerons. J'aimerais beaucoup. Ouais, ça serait vraiment chouette. Ouais. Mais Arnaud, puisque vous allez devoir nous quitter, oui. Je vous poserai la dernière question que nous avions prévue pour vous, c'est de savoir, puisque là, vous avez déjà quand même pas mal évoqué les difficultés aujourd'hui que nous rencontrons par rapport aux aspects réglementaires, qui devraient normalement permettre de pouvoir développer cette activité du crowdfunding. Selon vous, comment les régulateurs et les législateurs africains peuvent-ils contribuer à mieux protéger les utilisateurs des plateformes de crowdfunding, puisque on sait que sous d'autres cieux, nous avons quand même connu pas mal de scandales financiers, notamment en Chine, où il y a eu quand même pas mal de plateformes de crowdfunding qui se sont volatilisées du jour au lendemain. Donc, comment cette activité pourrait-elle d'abord encouragée, facilitée par les législateurs, les régulateurs africains, et également comment pourrait-il éviter les risques qu'encourent les utilisateurs d'une plateforme de crowdfunding? J'aime bien que tu cites l'exemple de la Chine parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que ça a été vite caché, mais il y a effectivement, notamment dans le lending, des scandales gigantesques
en Chine, puisque la Chine était totalement dérégulée, elle l'est moins maintenant, mais elle était dérégulée sur le sujet, où il y a eu des arnaques à plusieurs milliards de dollars en quelques années sur des plateformes qui collectaient du prêt en garantissant un taux de rémunération pour financer des projets qui étaient des faux projets. Donc, ces plateformes avaient des armées de gens qui inventaient des projets en ligne, des faux projets. Ils encaissaient l'argent en promettant, puis c'était de la pyramide de Ponzi. Enfin, bon. Donc, je pense que c'est intéressant de ne pas oublier ça. C'est un sujet. Après, le deuxième point, je pense que je ne vais pas dire que c'est facile, parce qu'effectivement, il y a une espèce d'angoisse générale, et c'était le cas en Europe et c'est le cas en Afrique, etc., sur attention, ces plateformes sont dangereuses, c'est la porte ouverte au blanchiment de l'argent, c'est la porte ouverte au financement du terrorisme, etc., etc. Depuis 15 ans que le crowdfunding existe, il n'a pas été violemment et massivement prouvé. Je vais faire un parallèle avec les élections américaines où on n'a pas prouvé qu'il y avait des fraudes alors que Trump n'arrête pas de dire qu'il y a des fraudes, mais il n'a pas été prouvé qu'il y avait massivement recours à des plateformes de crowdfunding pour faire du financement du terrorisme, du blanchiment d'argent, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, ce sont des plateformes numériques qui sont des plateformes publiques. C'est-à-dire que vous êtes un terroriste, est-ce que vous allez financer votre projet terroriste sur une plateforme publique? Petit 1, petit 2, vous êtes un terroriste. Je parlais du don-récompense, qui est le seul outil utilisable pour un terroriste. Est-ce que vous allez, je vous ai expliqué, 95 ou 99% des projets, c'était en autocollecte. Vous êtes un terroriste, vous allez poster sur une plateforme de don-récompense un faux projet, parce que vous n'allez pas dire que c'est une action terroriste, c'est une fausse entreprise, et vous allez collecter autour de vous, c'est-à-dire auprès de vos frères, vos parents, vos amis, etc., pour financer votre projet terroriste. Ça n'a aucun sens. D'accord ? Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, je vais vous prendre l'exemple de ce qui se passe, parce qu'évidemment, il faut contrôler ces plateformes. Et l'exemple de la Chine, pour ça, est très intéressant. Un univers dérégulé là-dedans est extrêmement dangereux. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Europe et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Regardez ce qui se passe en Tunisie et au Maroc, qui sont deux pays qui avaient peur de l'outil par nature, parce qu'effectivement, sur le papier, ça fait peur, même si en pratique, on ne voit pas de dérive trop importante. Eh bien, ils sont en train de créer des régulations où vous avez des autorités de contrôle et des autorités de tutelle qui sont extrêmement présentes. Moi, j'accompagne la Tunisie sur son projet de loi tunisien, qui est très intéressant, où vous avez la BCT, qui sera l'autorité de tutelle du métier du prêt. Vous avez le CMF, qui sera l'autorité de tutelle des plateformes de crowd equity. Vous avez l'ACM, autorité de contrôle de la microfinance, qui sera autorité de tutelle des plateformes de dons-récompenses. Et dans la loi a été prévu tout un process par ces autorités de contrôle, de vérification, de contrôle de toutes ces plateformes, tant au niveau de l'agrément. Elles vont vérifier, avant de donner l'agrément, que les gens sont sérieux, qu'il y a un business model fiable, que les porteurs de projets sont honnêtes, enfin, etc. Il y a tout un process qu'on est en train de construire en Tunisie qui fait que déjà, il y aura un énorme contrôle en amont de la qualité, du sérieux des plateformes. Ensuite, les flux d'argent passent par des plateformes de monnaie électronique, comme ça a été imposé en Europe, ça va être aussi imposé pour le Maghreb. C'est que les flux d'argent passent par des plateformes de monnaie électronique publiques, qui sont souvent c'est monétique. En Tunisie monétique, en Tunisie, c'est une autorité, c'est une institution quasiment extrêmement contrôlée, qui dépend de la BCT, enfin, etc. Donc tout ce qui est contrôle de flux d'argent va être assuré par le prestataire de monnaie électronique. Ça, on arrive à l'intégrer dans la loi, il n'y a aucun problème. D'accord ? Et enfin, sur les projets, eh bien, le texte de loi va édicter tout un tas de points de contrôle qui seront sous la responsabilité des plateformes pour s'assurer, avant d'accepter un projet en financement sur les plateformes, que le projet est sérieux et n'est pas malhonnête, etc. Et quand on met bout à bout toutes ces contraintes législatives qu'on a mis en Europe, qu'on est en train de mettre au Maghreb, on arrive à sortir des cadres réglementaires qui sont certes un peu contraignants, mais qui arrivent à parer et à éviter ce qui fait très peur, donc l'espèce d'épouvantail du financement du terrorisme et du financement de l'argent sale, qui en fait est complètement marginal et que, là encore, on n'a pas massivement trouvé sur les plateformes de crowdfunding. Le terroriste Koulibaly, il y a quelques années, en France, qui a assassiné plein de personnes dans les vagues terroristes en France, sa Kalachnikov, il ne l'avait pas acheté sur une plateforme de crowdfunding, il l'avait acheté en faisant un crédit au CTLM. Alors, pardon, l'image est un peu provocante, mais on nous ressort toujours ça, alors qu'en fait, on n'en trouve pas trace.
et qu'en plus, on arrive, en écrivant des lois qui sont bien faites, on arrive à parer à ce problème et à ce risque-là. Moi, je suis à disposition de tous ceux qui veulent en parler au niveau, y compris des régulateurs. Là encore, ce que fait Samer Ndam sur FPMA est un remarquable travail. Je pense qu'il connaît parfaitement le sujet. Il y a moyen d'avancer. Il y a moyen de faire tomber les épouvantails et il faut absolument que l'Afrique se dote de réglementation là-dessus, fût-elle un peu plus contraignant qu'en Europe, mais il faut absolument, parce que sinon le métier n'avancera pas. Et on revient au sujet initial, le gap de financement avec des outils aussi innovants que ceux-là ne sera jamais assuré. Voilà, pardonnez-moi, je suis confus, je dois vous laisser. Tout à fait. Je vous remercie très sincèrement, Arnaud. Je voudrais discuter vis-à-vis des participants Ulrich Adounciba et Roch Adebini qui avaient des questions pour M. Poissonnier. Mais je crois que les questions ont déjà été évoquées pendant le webinaire. Donc, je voudrais vraiment très sincèrement remercier Arnaud pour nous avoir entretenus pendant ce webinaire. Les questions qui vous sont adressées, nous vous les ferons parvenir plus tard. Merci Arnaud. Merci infiniment. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci. Donc, chers participants, nous allons continuer sur ce webinaire. Nous aurons une question pour Monsieur Saint-Saint. En fait, nous avons aujourd'hui pas mal d'initiatives qui sont menées dans le secteur de l'électrification, notamment l'électrification rurale. Donc, ce que nous souhaitons savoir, c'est comment aujourd'hui une société telle que Ares, qu'a fondée Monsieur Saint-Saint, nous aimerions avoir une idée des formes de collaboration que vous arrivez à entretenir avec des programmes nationaux d'électrification dans la région UEMOA et savoir aussi comment les offres Pays Azugo arrivent à rendre efficaces ces programmes étatiques. Parfait, Maxime. Merci. Ce qu'il est intéressant quand même de souligner, si je m'en tiens à toutes les précédentes interventions, c'est qu'il y a aujourd'hui un fait. Et ce fait, c'est que le financement privé, en fait, n'attend pas. Il n'attend pas parce que toutes ces nouvelles formes, en gros, de renforcement, que ce soit des structures d'equity, de dette ou de dons même, en fait, sont des initiatives privées. Et le Pays Azugo, quand même, a cette force de bénéficier de cet écosystème-là émergent, très dense, où il ne s'agit plus simplement d'attendre l'investissement public ou bien des effets de levier ou des effets budgétaires. Et ça montre aussi quand même que de nos jours, les multitudes le financement, en fait, n'est pas rare. C'est l'accès au financement ou les conditions de financement qui constituent les barrières. Comme tu l'as souligné aujourd'hui, nous intervenons quand même de façon très active dans la région UEMOA et CEDEAO, Bénin, Togo, Burkina et Sénégal depuis peu. Le Bénin étant le pays d'ancrage naturellement. Et quand même, depuis bientôt 8 ans, nous n'avons cessé d'accompagner, que ce soit à l'échelle des États, nations, ou que ce soit à l'échelle de la sous-région, la plupart des grands projets d'infrastructures énergétiques. Je veux vraiment ici saluer la commission de l'UEMOA pour tous les grands projets qu'elle n'a cessé de financer à travers ces initiatives très fortes de l'accès à l'énergie depuis les années 2014 aussi. Et surtout les États, le cas spécifique du Bénin, en tout cas, qui, depuis la dernière décennie et surtout les dernières 4-5 dernières années, n'a cessé de promouvoir, en fait, ces questions d'accès à l'énergie, puisque la principale cible, en fait, elle est rurale. Et c'est tout là de pouvoir trouver quel projet emmener dans ces régions-là, tout en garantissant la compétitivité et la durabilité. Et nous avons un cas concret, un cas probant. Au Bénin, nous avons été, je dirais, la seule société qui, dans le cadre du partenariat entre les États-Unis d'Amérique et le gouvernement du Bénin, le MCA, le Challenge Account, le seul opérateur national à avoir cet engagement fort sur l'horizon 2020-2022 à déployer environ 5000 kits solaires, aussi bien pour des usages domestiques que pour des usages productifs grâce à un mode de financement en pay-as-you-go. On est sur un programme d'à peu près 2,5 millions de dollars. Et ce qui est très intéressant pour nous dans la structure de ce programme-là, c'est que 32% du financement viennent en fait en dons, en subvention, grâce à un mécanisme en fait de result before financing.
Et du coup, les 68% restants, ils viennent de nos propres structures de financement, du fonds propre ou bien de la dette, en fait, ou de la dette convertible que nous mobilisons. Donc, c'est à dire aujourd'hui que l'attrait, en fait, des outils de financement sont une condition sine qua non, puisque, comme je l'ai dit au début, s'il fallait attendre, en fait, les États avec les différents seuils de respect de contraintes budgétaires et d'endettement, en fait, les fenêtres seraient très limitées pour financer tout ce qui a lieu de faire. Donc, grâce au Pay-as-you-go, grâce aujourd'hui quand même, je dirais, à la maturité aussi, parce que les sociétés grandissent, et grâce à tous les outils innovants qui existent, on ne cesse quand même de repousser beaucoup plus loin les défis pour qu'ils soient moins au niveau de l'infrastructure, moins au niveau de l'environnement, mais étant toujours au plus proche des populations. Et quand vous prenez la plupart de tous les pays, en tout cas d'Afrique de l'Ouest, c'est la région que je connais le mieux, je pense que ces outils tels que le Pay-as-you-go ou ces programmes digitaux-là ne manquent pas. Un cas palpable, peut-être pour m'en arrêter là, c'est celui du Togo. Le Togo a une très grande politique aujourd'hui d'électrification rurale, je pense à l'horizon 2030, appuyé par l'IFC, la Banque mondiale, et le volet Pay-as-you-go grâce à un projet dénommé le CISO. Le volet Pay-as-you-go, je trouve qu'il a été formidablement bien construit parce que ça part autour d'une sélection d'acteurs à la mise en place en fait d'une plateforme nationale en gros qui permet en fait à tous les acteurs sélectionnés dans le cadre de ce programme-là de converger leurs différents outils de suivi et de gestion de compte, fait une plateforme unique qui est gérée par le régulateur togolais. Donc ça permet aussi de suivre en gros ce qui se passe, ça permet de comprendre les flux et ça permet de construire l'écosystème grâce à un phénomène de réédition des comptes. Parce que le nœud, je pense qu'on va y revenir par la suite, s'il n'y a pas de régulation, en fait, il risque d'avoir des distorsions. Et souvent, en gros, la fonction primaire quand même de régulateur, c'est de garantir le surplus du consommateur. Donc, être sûr que les prix soient adéquats, être sûr que les solutions fonctionnent et être sûr qu'il y ait de l'acceptabilité. Donc, le Pay-as-you-go, vraiment, c'est en quoi cet outil-là de promotion aussi bien des énergies renouvelables que de l'inclusion financière demeure aujourd'hui quelque chose quand même d'indiscutable dans la construction de l'écosystème. Et nous sommes fiers quand même de porter ce drapeau-là, parce que nous avons été le premier acteur au Bénin depuis 2016 à avoir déployé nos solutions de Pay-as-you-go. Aujourd'hui, d'autres acteurs existent et nous avons vraiment comme vocation d'être dans notre cœur de métier, c'est-à-dire un provider de services énergétiques. Ouais. Merci, Leonid. Vous nous avez aidé avec Arnaud à faire une belle transition sur le troisième axe du webinaire, dans lequel nous nous intéressons aux risques associés à l'utilisation des sources alternatives de financement que nous avons évoquées tout au long de ce webinaire, et également comment les États africains, les régulateurs peuvent encadrer ou bien encourager l'utilisation de ce type de financement innovant. Et donc, la question suivante que j'aimerais vous poser, en fait, on tient compte du fait que dans certaines régions d'Afrique, vous avez des entreprises qui ont adopté le modèle Pay-as-you-go. Nous avons certaines entreprises comme Ncopa qui déclarent leurs clients à des centrales de crédit. Mais ça, voilà, sur cet aspect de la réglementation, c'est intéressant. Mais d'un autre côté, nous avons un manque de contrôle sur le coût réel du financement de l'utilisateur. Donc, ce que j'aimerais vous demander, c'est de savoir, est-ce que le financement en mode pay-as-you-go, est-ce qu'il ne reviendrait pas plus cher aux utilisateurs en l'absence d'un contrôle du taux effectif, c'est-à-dire du taux effectif du financement, et aussi, est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer des exclus en blacklistant parfois abusivement des personnes en défaut de paiement. Pourquoi? Parce qu'elles ont souscrit à un plan de paiement qui est beaucoup plus en l'avantage du fournisseur de services. Merci Maxime, c'est je dirais la question la plus difficile pour moi. Je ne sais même pas si j'ai une réponse, mais j'essaierai d'apporter des axes. Et je pense que c'est le nœud aussi vraiment de cette séance que nous tenons. Bien sûr, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de durabilité sans prendre en compte les facteurs de risque. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire, en tout cas en compétition du secteur privé, qu'un risque, il faut le mitiger parce que
rien n'est assuré à 100%. Mais le risque, il faut avoir l'honnêteté de l'assumer, de reconnaître qu'il existe et de proposer en tout cas toutes les mesures palliatives autour. J'ai essayé pour un début là de lister en gros 4 points d'accroche que je vois autour des risques identifiés pour ma part sur cette question de pay as you go. Et pour l'anecdote, justement, durant mes travaux de recherche de thèse doctoraux, j'avais un chapitre en gros à l'époque fort passionnant sur cette question-là, sur comment en tout cas dérisquer, ou quels peuvent être les leviers sur quoi on peut se baser pour davantage dérisquer l'investissement en pay as you go, investissement aussi bien du côté de la compagnie qui pilote des actifs. Hein. Je dirais, nos recevables aujourd'hui, ils ne sont pas du tout négligeables vu la taille critique que nous avons. Et nous ne sommes pas une IMF, nous ne sommes pas une banque, mais nous devons quand même avoir toutes les unités de contrôle nécessaires. Et aussi le client, parce qu'on va y revenir par la suite. Aujourd'hui, je dirais une des dérives du pay as you go, c'est la multitude des acteurs, en gros, qui font qu'au final, à vouloir tout vendre, au final, un client peut être financé N fois. Et du coup, il y a un transfert intégral du risque vers du coup, les compagnies dans la mesure où il ne s'agit plus de cibler le facteur énergie, mais aujourd'hui, c'est simplement mettre en avant des KPI de performance. Et c'est en ça que l'initiative du Togo, je la trouve très belle parce que au Togo, vous ne pouvez pas, en tout cas dans le cadre de ce programme, la financer 2 fois un seul client. Donc, je commence sur le premier risque, en gros, sur le pay as you go, c'est ce que j'appellerais le risque technologique. Le risque technologique, il est très fort pour moi et c'est un des risques les plus imposants parce que quand on parle de technologie aujourd'hui, on parle de plateforme. On parle de plateforme, donc on parle en gros de services numériques très intenses. Quelques chiffres, nous au Bénin, par jour, je crois que nous avons une moyenne de 700 à 900 transactions, si je ne me trompe. C'est un peu moins de 25 000 minutes qu'on peut passer au téléphone avec les clients. Et tout cela, on le fait via des outils, en tout cas des plus avancés possibles. Vous n'avez pas le temps de dire, je raccroche, j'écris. Non, tout se joue vraiment de façon digitale. Le recours à ces différentes plateformes-là impose en gros des contrats. Et la plupart des sociétés qui fournissent ces contrats-là sont pour la plupart des sociétés américaines ou anglo-saxonnes. Donc déjà, nous partons dans un univers où on signe des documents, bien sûr avec quand même une base juridique, mais je dirais qu'elle est très limitée parce que la rapidité d'évolution en gros de ces outils-là ne permet pas forcément de contrôler tout ce qui se fait ou tout ce qui se suit derrière. Du coup, cette infrastructure qui se construit là pousse à arrimer une multitude en fait de services ou de compagnies ou de sous-traitants derrière sur lesquels vous n'avez pas forcément la main. Et je vous donne un exemple probant. Au Bénin, il est arrivé des fois que nous ayons eu des bugs très lourds des services de téléphonie mobile dans leur activité de mobile banking, du coup, qui nous ont paralysés. Simplement parce que nous ne sommes pas un opérateur telco, nous passons via des plateformes pour collecter les sous et suivre nos actifs. Et dès le moment où il y a un bug sur les plateformes de mobile money, en fait, l'activité est paralysée. Nous sommes entrés en discussion avec, en tout cas, le régulateur pour voir dans le temps comment tout ça peut être encadré. Parce que certes, il y a, bon, avant quand même de parler de pay as you go, moi j'ai un background en énergie. Oui, il y a des pannes techniques qui peuvent arriver. Mais l'occurrence de ces pannes-là et la structure de la panne mérite quand même d'avoir un traitement et une diligence qui est faite. Aujourd'hui, rien n'existe en tout cas pour encadrer toutes ces choses-là. Et c'est aussi là, je pense, un des gros enjeux, et c'est surtout ce qui sera très passionnant et intéressant dans le temps, c'est que le pay as you go va entraîner de plus en plus en fait de mutation de l'écosystème. Je suis sûr que des grandes compagnies énergétiques se feront racheter ou vont racheter des opérateurs de banque ou des opérateurs de téléphonie parce que la convergence des corps de métier devient de plus en plus forte et intéressante. Le second point, c'est le risque technique. Et le risque technique, je dirais, c'est vraiment la force du pay as you go parce que aujourd'hui, je pense que pour 99% des solutions distribuées en pay as you go, il y a besoin quand même d'avoir un certain étiquetage. Ce sont des certificats, des labels. Le plus puissant aujourd'hui, c'est le Lighting Global, en fait, qui est un standard de la Banque mondiale, qui a quand même testé sur une période donnée ces produits-là avant leur mise en conformité sur le marché.
Donc, quand vous êtes normalement un player du pay-as-you-go, vous avez des solutions où le client peut avoir cette assurance-là de se dire, je ne risque pas d'acheter quelque chose qui, dans 3 mois, va se gâter. Et en même temps, c'est en ça que je vois toute la force du pay-as-you-go, c'est que le type aussi d'investissement, de financement justifie le collatéral. Parce que forcément, si votre produit ne marche pas, le client est dans son droit de ne plus payer. Le troisième risque, et pour moi, c'est un des plus intéressants, un des plus flous aussi, et là où je pense que l'attention mérite d'être le plus portée, c'est sur la structure de la concurrence. Et en fait, il converge vers le quatrième, qui touche à la structure du coût de financement que tu as évoqué. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, la plupart des acteurs de pay-as-you-go sont plutôt de très grosses firmes qui bénéficient, je dirais, de structures de financement très allégées dans leur pays d'origine. On sait aujourd'hui en Europe que dans certains pays, vous vous financez même à taux négatif, qui viennent du coup se refinancer, refinancer les clients finaux en Afrique ou dans les pays bénéficiaires. Je me rappelle toujours, je le cite souvent comme anecdote parce que c'est un des plus vertueux pour moi dans le secteur, en tout cas de l'économie de l'énergie. Ce sont les lois antitrust aux États-Unis. On est dans les années 30-40. Il y avait des cartels très forts dans le secteur pétrolier. Et du coup, la réglementation américaine a conclu qu'il fallait fracturer en fait tous ces cartels-là pour assainir l'écosystème, avoir une concurrence pure et parfaite. Simplement parce que vous ne pouvez pas être à la fois foreur, producteur, distributeur, intermédiaire sur les marchés financiers. Non, vous pouvez créer 10 sociétés qui le font, mais au moins on sait que c'est 10 entités différentes. Et du coup, aujourd'hui, il y a quand même il y a des gros bonnets dans le pay-as-you-go aujourd'hui, je dirais, qui envahissent, permettez-moi l'expression, le marché ainsi simplement parce qu'ils ont des structures de financement très intéressantes à l'étranger et qui viennent du coup refinancer les clients finaux. Et en quoi je pense que ça représente une des principales menaces. Il a été évoqué très tôt autour de cette séance, la structure de financement précaire des M et des PME en Afrique. Ce qui veut dire que, imaginez la petite compagnie solaire qui a déjà du mal à avoir un crédit en banque, qui réussit à trouver un partenaire, qui est sous la pression de devoir importer son seul conteneur au cours d'une année, face à une structure qui a la possibilité, elle, en gros, de financer 100 000 clients. En fait, c'est une forme de concurrence déloyale aussi. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut des structures fortes, il faut vraiment des politiques de promotion du secteur privé pour que le pay-as-you-go ne constitue pas finalement une menace même à l'entrepreneuriat en Afrique. Et l'entrepreneuriat qui représente la principale aujourd'hui source d'emploi, aussi bien de la jeunesse que des autres formes de secteurs d'activité, qu'elles soient formelles ou informelles. Donc, il y a vraiment ce risque aussi sur la structure de financement. Et c'est pour ça, moi, je pense, avec mes quelques acquis théoriques sur l'économie de l'énergie, surtout sur la structure du pay-as-you-go, qu'il faudra, en tout cas à terme, si on veut assainir, classifier ou structurer le secteur. Qu'on sache qu'il y ait des producteurs, comme je le disais, qu'il y ait des financeurs, qu'il y ait des distributeurs, qu'il y ait des maintenanciers, qu'il y ait des etc., ainsi de suite. Chacun est clairement identifié à son rôle et vous ne créez pas de nébuleuse ni d'oligopole, en gros, qui justifie une part de marché très forte. Et enfin, on arrive sur le dernier pont, qui est la structure du coût de financement. C'est peut-être ici, c'est entrer dans le couvent. C'est entrer dans le couvent, simplement parce que aujourd'hui, oui, quand vous prenez une structure de financement du pay-as-you-go, vous avez un coût de produit, vous avez le coût du financement, vous avez, je dirais, les risques que vous associez à tout cela. Vous pouvez avoir un coefficient en général de défaut ou un coefficient d'aléa. Vous avez en fait une structure de prix normalement qui est très désagrégée. Ce qu'on constate de plus en plus, et ça, c'est vraiment nous lié à notre secteur d'activité parce que nous sommes un opérateur énergétique économique, il y a une déviance de plus en plus forte aujourd'hui du coût du financement par rapport au coût de l'actif. Vous pouvez trouver des produits aujourd'hui. Le coût du solaire, il n'y a plus de tabou. Vous avez suffisamment d'outlook qui vous disent combien ça coûte. Et on sait combien on l'achète, on sait combien on peut le revendre. Mais quand vous le mettez dans une structure de pay-as-you-go, c'est très embêtant. Très embêtant parce qu'il y a aujourd'hui, et pour ne pas en citer, des players
pour qui le coût du financement, en fait, peut même aller à 2 fois le coût du produit. Est-ce qu'une façon de se prémunir du risque? Est-ce que finalement, ce même Payazogo qui était financé les plus pauvres devient la bulle? Parce qu'au financement, au final, vous ne financez plus un actif. Non, là, vous êtes en train simplement, permettez l'expression, vous êtes en train de vous enrichir sur le dos des plus pauvres. Et tout ça, ça va mériter une analyse de marché très intéressante parce qu'il y aura des chiffres qui seront croisés. Et à terme, l'objectif, ça sera de voir est-ce qu'au final, le Payazogo est vraiment un outil durable parce qu'il aura permis de financer les populations à la base. Merci. Merci Léonide. Je crois que vous avez touché du doigt le nœud du problème. Je crois qu'à un moment, il faudra vraiment qu'on puisse dans le secteur faire la part des choses, savoir exactement qui est producteur, qui est financier, qui est maintenancier, parce que sinon, au niveau du coût du financement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne maîtrise rien de ce côté et ça permet à certaines entreprises de réaliser des marges extraordinaires sur, comme vous l'avez dit, le dos de nos chers MPME. Donc, sans plus tarder, nous sommes en train de dégrainer les dernières minutes de ce webinaire et j'aimerais peut-être maintenant me tourner vers M. Adoum. Monsieur Adoum, vous qui avez une vue en 360 degrés sur le secteur financier africain, nous aimerions avoir votre avis, votre perception des risques liés à l'utilisation des sources alternatives de financement, donc le crédit digital, le pay-as-you-go et le crowdfunding. Est-ce qu'il y a d'autres risques que vous percevez dans l'utilisation de telles sources de financement et comment pensez-vous que les États et les régulateurs banques centrales pourraient encadrer ces activités-là? En fait, donc, M. Zassin et puis M. Poissonnier, les deux ont évoqué, je pense, la majorité des risques que pourraient éventuellement représenter les sources alternatives de financement. J'aimerais juste ajouter que généralement en Afrique, quand il s'agit de financement, on a tendance à davantage parler de risque que de solutions. Et j'aime bien ce que Léonide vient de dire, que le principal risque, en fait, c'est celui de la récupération, en gros, où des opérateurs véreux pourraient éventuellement utiliser ces mécanismes et ces solutions pour s'enrichir sur le dos des plus pauvres, des plus démunis, ou même sur le dos des micros, des petites et des moyennes entreprises. C'est ce risque-là qui est, je pense, pour moi, sur la durée longue, le plus important. Il y a un autre risque qui n'est pas celui du détournement en tant que tel, mais c'est plutôt le risque de la surréglementation. Parce qu'on a aussi tendance, d'une certaine manière, sous le prétexte de protéger et le consommateur, les usagers, mais aussi les promoteurs, on peut éventuellement se retrouver dans une situation où on va rigidifier encore davantage le processus, et ce qui fait que on aura des contre-résultats. Donc, c'est un risque qu'il faut aussi savoir garder en tête. Et pour finir, aujourd'hui, mais ça je parlerai de manière plus générale, je crois que le principal frein ou la modernisation des mécanismes de financement en Afrique francophone, je crois reste encore les banques centrales, d'une certaine manière. Nos banques centrales sont un tout petit peu trop tièdes à mon goût. Elles ne suivent pas forcément le progrès. Les gouvernements à leur niveau, je pense, sont un peu plus flexibles, vu que les opérateurs peuvent s'insérer dans tous les trous réglementaires qui existent. Et on le voit avec les compagnies de téléphonie mobile qui essayent de le faire. Il faut dire aussi que d'une certaine manière, et je pense que c'est Léonide et puis Arnaud Poissonnier qui ont évoqué ce problème assez, je pense, tout à l'heure. Il y a un autre risque qui est celui, pas seulement, il y a le risque de la surréglementation ou le risque de pas trop de réglementation, mais il y a aussi le risque que
on ne puisse pas appréhender en fait les innovations sociales qui existent et qui ne sont pas forcément perceptibles parce qu'elles ne sont pas arrivées, je pense, dans l'espace public. Je pense que j'ai vu au Tchad à un moment, et je l'ai vu au Cameroun surtout, où on a vu je prends juste cet exemple, des opérateurs de téléboutique en fait, qui font du transfert d'argent, donc ce qui est très bien d'ailleurs, qui le font, mais vu que c'est pas encadré, c'est pas organisé, bien entendu, on a vu des cas en fait, des cas d'escroquerie donc, qui ont eu lieu. Et ça, ce sont des innovations sociales qui ne sont pas tout à fait visibles. Et donc, je pense qu'il faut, pour pouvoir limiter ce risque, il faut inviter en fait les innovateurs sociaux, les inventeurs de ces innovations à pouvoir en fait les amener à la surface et qu'on puisse les aider. Et donc, pour moi, donc, pour finir ici, je crois que les régulateurs, les hommes de loi qui veulent faire de la réglementation doivent plutôt se mettre dans la posture de soutien pour pouvoir aider plutôt que dans une posture de production de réglementation pure et dure. Si on est dans la posture de produire uniquement des réglementations, on n'aide pas en fait le marché, on n'aide pas en fait l'innovation. Il faut plutôt se mettre dans la position de celui qui veut aider, et en aidant, on structure, et en structurant, on réglemente. Donc, si on se met dans cette posture, je pense qu'on peut avancer. Mais si on se met dans la posture de production juste des systèmes réglementaires, eh bien, on finira aussi, encore une fois, par tuer des innovations. Pour n'importe quelle innovation, y compris le PAS-Hugo, y compris toutes les innovations de financement au niveau social, d'ingénierie financière, il y a toujours des risques. Il n'y a pas d'innovation sans risque. Toutes les innovations, toutes les inventions viennent avec des risques. Mais si on se met dans la position de celui qui veut aider, eh bien, on structure. Et quand on structure, on réduit le risque. Donc, il faut éviter, et ça, je dirais, c'est le principal risque, en fait. Il faut éviter la posture de vouloir venir pour réglementer. Il faut plutôt adopter la posture de celui qui veut aider en structurant. Et en structurant, eh bien, on identifie des risques et puis on les élimine. Merci. Merci, Amin Idriss. En anglais, on appelle ça une approche test and learn. Et je crois que c'est ce qui est adopté dans certains pays comme la Chine, ou dans lesquels on crée des sandbox, des laboratoires d'innovation réglementaire. Donc, j'aimerais peut-être, pour clôturer la session de questions, pour clôturer cet échange, recueillir votre avis en tant qu'économiste. Donc, ça, la question qui va vous être adressée est une question vraiment générale. Est-ce que aujourd'hui, nous savons que le secteur bancaire, la rentabilité du secteur bancaire classique, elle est beaucoup plus tributaire des performances des grandes entreprises. Est-ce que vous pensez que dans les 10 prochaines années à venir, est-ce que vous pensez que le secteur bancaire trouverait un intérêt à accroître ses financements au MPME? Ben, écoutez, déjà aujourd'hui, le secteur bancaire a tout intérêt à accroître son financement aux micro, aux petites et moyennes entreprises. Et les banques le savent en fait. L'initiative continentale que nous avons lancée avec le groupe Ecobank et puis avec d'autres banques commerciales, dont UBA, la Standard Bank ou même dans la Standard Bank. Nous avons contacté aussi Attijari. Donc la plupart des grosses banques africaines en fait montrent un intérêt réel à ce processus. Maintenant, il y a quand même des conditions à remplir, des conditions du côté réglementaire, bien sûr, mais aussi des conditions du côté des gouvernements et finalement des conditions du côté des MPME à elles-mêmes. Donc, en ce qui concerne les MPME, je crois qu'il faut qu'elles continuent par se structurer, qu'elles essaient de rentrer dans le circuit formel. Mais pour que les MPME rentrent dans le circuit formel, il faut que le gouvernement, les gouvernements eux-mêmes fassent un effort pour pouvoir faciliter en fait l'entrée dans le circuit formel. Ça passe bien entendu par des incentives, donc il faut offrir aux micro, petites et moyennes entreprises, par une facilitation en fait du processus de formalisation
lui-même. Si pour vous formaliser, vous devez remplir une tonne de papier, eh bien, ça ne vous encourage pas. Mais si pour devenir formel, vous avez juste besoin de faire un formulaire, que ce soit en ligne ou bien un formulaire physique, en papier, mais ça prend à peine moins d'1 heure pour pouvoir le faire, je pense que ça peut être encourageant. Si en même temps, le gouvernement met aussi des systèmes, en fait, pour permettre aux promoteurs de MPME de bénéficier d'une assurance maladie, micro-assurance maladie, ou d'un système d'enregistrement à la CNPS qui est facilité, je pense qu'on peut. Et si, pour finir, le gouvernement encourage les MPME en fait, à soumissionner au marché public, et dans le processus de soumission, le processus en fait d'attribution de ces marchés publics, il y a des directives claires qui encouragent les MPME à devenir plus formelles. Je crois que ces entreprises vont de plus en plus aller vers l'économie formelle. Et pour finir, si en vous formalisant, on vous dit, écoutez, vous n'allez pas payer les taxes de manière désordonnée pendant les 2, les 3, les 4 prochaines années, je pense. Maintenant, sachant que 92% des entreprises, des micro-entreprises africaines ne sont pas formalisées, vous imaginez si on parvient simplement chaque année, dans les 10 prochaines années, à en formaliser 10% de plus, l'impact que ça peut avoir pour les économies africaines est quand même énorme. Ça, c'est... Et en ce qui concerne les banques elles-mêmes, eh bien, si vous vous rendez compte que seulement en Afrique, de manière générale, le taux de bancarisation ne dépasse pas 5 à 10%, donc selon les pays, contribuer à amener les PME donc, sur les plateformes de financement, eh bien, c'est accroître déjà d'une certaine manière leur chiffre d'affaires. Donc, leur chiffre d'affaires, leur base de clients. Donc, forcément, il y en a. Aujourd'hui, je ne crois pas non plus que, d'après ce qu'on dit, les banques n'ont pas intérêt à financer les MPME. Au contraire, elles ont intérêt à financer les MPME. Ce qui rend en fait les relations avec les MPME assez difficile, c'est la réglementation qui est là. Ce n'est pas forcément que les banques refusent. Il y a aussi autre chose. À cause de la réglementation, le coût du financement d'une micro-entreprise est quand même très élevé. Je ne parle pas des taux d'intérêt. Je parle davantage des processus administratifs qui sont en cours. La banque doit souscrire à beaucoup d'assurances. La banque doit aussi remplir beaucoup de formulaires. La banque doit répondre à beaucoup de questions de la part des banques centrales, de la part des régulateurs. Ça a un coût. Et donc, il faut que du côté des banques centrales, du côté des régulateurs, des gouvernements, on facilite les processus. Donc, du coup, ça permettra à la banque de ne pas non plus charger, en fait, le coût du respect de ces réglementations aux MPME elles-mêmes. L'argent facile n'existe pas, en fait, ou plutôt l'argent moins cher en tant que tel. Je pense que dans le contexte qui est le nôtre, n'existe pas. En revanche, on peut significativement réduire le coût de ce financement en réduisant justement le coût des transactions administratives. Donc ça permettra donc aux banques, je pense aussi, d'augmenter leur base clientèle. Et finalement, je vais arrêter ici. Je crois que les économies africaines, d'une certaine manière, ont tout à fait intérêt à encourager nos MPME à rentrer véritablement dans le circuit formel. Imaginez, aujourd'hui, je le disais dans le cadre d'une conférence il y a quelques semaines, tout le monde parle en fait de financer le développement. Et pour pouvoir financer le développement, on a toujours tendance à demander des aides extérieures. Or, les aides extérieures, on se rend compte, tournent autour de 60 milliards de dollars chaque année, ne sont pas suffisantes en fait. Rien que pour financer les infrastructures africaines, on a l'énergie en fait en Afrique, on a besoin année après année entre 80 et 100 milliards de dollars d'investissement chaque année sur à peu près 10 ans. Et on se rend bien compte que l'aide au développement ne pourra pas faire l'affaire. On demande aussi généralement au fonds de pension africaine de mobiliser simplement 5% de leurs fonds, en fait, de les investir sur le continent. Parce que ces fonds de pension africains, je pense, gèrent à peu près 3 trillions de dollars chaque année. Mais ça, on n'est pas sûr que ça va venir. Pourquoi? Parce que le contexte africain, il est extrêmement
déstructuré, il est considéré comme extrêmement risqué, donc il faut travailler énormément, et c'est le travail que nous faisons d'ailleurs dans le cadre de l'ODANEPAT. On encourage ces fonds à pouvoir mettre seulement 5% en fait de 5% en fait de leurs actifs au niveau du continent, mais pour ça, ces fonds demandent qu'on puisse travailler sur la réduction des risques. Donc ça, c'est aussi extrêmement difficile. Mais alors, une des solutions, c'est justement d'encourager les micros, les petites et les moyennes entreprises à se formaliser davantage. Et pour qu'elles puissent se formaliser, et j'insiste encore, le gouvernement doit mettre à leur disposition des incentives. Et ces incentives ne deviendront réels qu'avec le soutien des banques. Mais pour que ces banques puissent elles aussi le faire, il faut qu'on leur facilite elles aussi l'existence. Donc, tout est lié. Donc, vous imaginez, si chaque année, on parvient à formaliser 10% de plus les entreprises africaines, ça va augmenter la base des clients des banques, donc c'est plus de chiffre d'affaires pour les banques. Ça va augmenter aussi la base imposable pour les gouvernements, donc c'est plus d'argent pour les gouvernements. Ça va générer davantage d'emplois, donc c'est encore plus de taxes directes et indirectes pour les gouvernements. Pourquoi? Les MPME en Afrique, à elles seules, emploient 360 millions de personnes en 2020. Les 360 millions de personnes que les MPME emploient en Afrique, c'est comparé à ce que les gouvernements font, c'est énorme. Tous les gouvernements africains réunis, c'est-à-dire toutes les fonctions publiques africaines réunies, emploient 60 millions de personnes. Toutes les grosses entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui font plus de 100 personnes en Afrique, réunies, toutes les entreprises, les grosses entreprises, celles qui font plus de 100 personnes, toutes ces grosses entreprises réunies en Afrique, qu'elles soient nationales ou multinationales ou internationales réunies, emploient 65 millions de personnes. C'est que gouvernement et grosses entreprises réunies emploient 125 millions de personnes, ce qui est seulement un tiers de ce que les micros, les petites et les moyennes entreprises emploient. Et là, je ne parle pas du secteur agricole, s'il vous plaît. Je parle vraiment du secteur de la petite, de la micro, de la petite et de la moyenne entreprise. Dans tous les secteurs, hors secteur agricole, ces secteurs emploient 360 millions de personnes. Imaginez, si on le formalise, si on l'aide à se développer, si on soutient les banques pour qu'elles puissent continuer à les financer et à accroître leur financement, simplement même dans le cadre du financement des fonds de roulement, c'est que cela représente pour l'emploi en Afrique, donc pour les banques en retour, plus de personnes qui travaillent dans le formel, donc plus de clients pour les banques, pour les impôts aussi et les taxes pour le gouvernement, et simplement pour la croissance du continent tout court. Donc le potentiel, il est énorme et je pense que tout le monde a quelque chose à y gagner. Gouvernement, les banquiers eux-mêmes, les opérateurs de la microfinance, de la microfinance, des sources alternatives de financement, et puis le consommateur africain. Donc au fond, je pense que je suis arrêté ici. Merci. Merci, M. Adoum. Je crois que nous allons immédiatement passer à la session de questions de nos panélistes. Nous allons prendre quelques minutes pour y répondre. Les questions adressées à M. Poissonnier, nous y répondrons par mail. Donc, nous avons ici deux questions qui s'adressent, je vais fusionner deux questions qui s'adressent à Léonide. Donc, c'est une question de Ulrich Adouciba qui souhaiterait savoir comment adapter le pay-as-you-go aux entreprises du secteur agricole et aussi comment le pay-as-you-go, pourquoi le pay-as-you-go, pardon, n'est limité qu'au secteur des énergies renouvelables. Léonide, vous avez la parole. Ok, merci. Je vais démarrer peut-être pas la deuxième, la plus facile pour moi. Non, le pay-as-you-go n'est pas du tout limité aux énergies. Je dirais que c'est plutôt parce que les énergies, on le vend en poupe actuellement qu'on en parle. Pour faire très simple, hein, le pay-as-you-go, c'est simplement, enfin, comment ça, c'est une sorte de lease to own, si je dois parler ainsi. Vous payez durant une période et après vous prenez la propriété. Quoique, il y a des opérateurs même qui ne font que du lease en fait. Vous louez un équipement et quand vous n'en avez plus besoin, vous le restituez. La spécificité de l'énergie, elle vient simplement du fait qu'au jeu, il y a une très bonne passerelle qui est trouvée entre un outil digital, c'est-à-dire que depuis votre téléphone portable, vous pouvez payer, vous avez un code d'activation, vous faites marcher le produit. Et sur le collatéral que cela offre, en fait, c'est que tant que vous n'avez pas payé, en fait, vous ne jouissez pas du service énergie.
Et ça touche même un des points de risque qu'on a évoqué plus tôt, simplement parce que il a été observé pour certains acteurs, en fait, que la pénalité même induite sur le jour de défaut de retard était un surcoût, en fait, non soutenable aux clients. Donc, ce sont autant de choses. Le Pay-as-you-go, par exemple, dans un modèle microfinance, c'est le même principe. Hein. Vous prenez un crédit ou un produit, vous venez tous les mois rembourser ce crédit-là et vous prenez le code. Et comme tu disais, Maxime, au Bénin, aujourd'hui, même les IMF se digitalisent de plus en plus. Donc, c'est-à-dire que depuis votre maison, vous pouvez rembourser votre microcrédit depuis votre téléphone et du coup bénéficier du code de fonctionnement. Et il touche même un point épineux, c'est celui de la digitalisation de l'économie. Malheureusement, ce qu'on observe, le revers de la médaille, c'est que très peu de services digitaux sont disponibles et surtout sont soutenus. Je n'ai pas les chiffres, mais pour avoir vu un Outlook de GSMA il y a 2 ans de cela, de mémoire, à l'époque, le mobile money représentait peut-être 80% ou même plus des flux de transactions numériques, de transactions mobiles. C'est-à-dire que c'est juste envoyer de l'argent, recevoir de l'argent. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se faisaient dans le passé, mais de façon soit un peu plus précaire. Il fallait donner à un tiers avec tout ce que cela représente, ou bien à un coût de transaction beaucoup plus élevé. Donc, le mobile money, ou du moins le pay-as-you-go, c'est en ça vraiment que ça constitue quelque chose de nouveau. Et oui, il y a des passerelles aujourd'hui très fortes avec le secteur agricole, hein, parce que quand je parle de pay-as-you-go, je parle d'outils. Attention, je parle d'outils. Donc, c'est juste un outil. De la même façon dont on peut vous financer votre kit solaire, je sais aujourd'hui qu'il y a des outils de financement similaires à la pompe, à l'installation et ainsi de suite. Parce que l'usage derrière, c'est l'agriculture. Et nous, dans le cadre d'un projet, un autre projet que nous avons au Bénin, au-delà même de financer simplement le solaire, on va financer aujourd'hui des activités simplement parce que on part avec des partenaires qui viendront en complément en se disant, même si c'est un moulin par exemple, c'est mon corps de métier, on a des meuniers qui existaient déjà, mais qui n'avaient pas forcément peut-être la compétence énergétique en se disant, optimisons le moteur, optimisant telle ou telle pièce, et ça devient une unité à financer parce que là où il aurait fallu consommer 2-3 litres de gasoil pendant toute une journée pour tourner le moulin, si ça devient un moulin électrique avec une centrale solaire, on a un gain d'efficacité et aussi on a une meilleure rentabilité. Donc voilà mes premiers éléments, enfin mes éléments de réponse. Merci Léonide. La prochaine question s'adresse à M. Adoum. J'ai un peu du mal à lire le nom du participant. Bref, ce que le participant souhaiterait savoir, c'est quels sont les prochains pays dans lesquels l'initiative 100 000 MPME à l'horizon 2021, quels sont les prochains pays dans lesquels cette initiative sera en fait déployée? Alors, déjà, dès le mois de décembre, nous allons continuer le déploiement dans environ 10 autres pays, donc essentiellement les pays de la zone sahélienne, donc Mali, Mauritanie, je pense. Nous allons venir aussi au Bénin, très bientôt d'ailleurs, je pense, comme on est au Bénin en ce moment, et puis les pays de l'Afrique centrale. Notre objectif, c'est qu'à la fin du premier trimestre 2021, nous devons être en mesure de couvrir à peu près 80% du continent et à la fin juin, 100% du continent. On aura l'académie qui sera donc opérationnelle en ligne, bien sûr, mais aussi avec notre réseau local pour tout ce qui est soutien présentiel. Et puis, nous espérons qu'avant la fin du mois de juin, notre fonds de garantie pourra être en mesure de fonctionner. Merci, M. Adoum. Et j'ai une dernière question, une question de Ali Diallo qui s'adresse à M. Saint-Saëns. En fait, comment les porteurs de projets sont-ils protégés? Ah non, je crois que cette question s'adresserait plutôt à M. Poissonnier, c'est de savoir comment les porteurs de projets sont-ils protégés sur le respect de la confidentialité des données qui seront partagées. Donc, je réserverai cette question plus tard pour M. Poissonnier. On y répondra par mail. Donc, je crois que nous arrivons au terme de cette discussion. Je voudrais très sincèrement remercier nos chers panélistes pour avoir partagé cette matinée avec nous. Donc, ce que nous pouvons retenir au terme de ce webinaire, c'est que les MPME en Afrique représentent un véritable moteur de croissance, 360 millions d'emplois,
et que l'accès au financement reste encore un défi majeur à relever par les États, les banques centrales et les institutions de financement bancaire et les systèmes financiers décentralisés. Le continent peut toutefois saisir l'opportunité de la forte pénétration des téléphones mobiles, de l'amélioration relative de l'accès à l'Internet, de la pénétration des smartphones pour produire de la data, ce qui donnerait plus de chances aux MPME de recourir aux sources alternatives de financement que nous avons évoquées tout au long de ce webinaire. Et bien qu'étant plus ou moins des produits concurrents du secteur financier, nos panélistes nous ont montré que ces produits pouvaient tout à fait venir en complément des offres du secteur financier classique. Et ça se voit à travers un certain nombre d'initiatives portées par des États qui impliquent non seulement des acteurs du système financier traditionnel, notamment des SFD, les États eux-mêmes et les entreprises qui proposent des sources alternatives, qui proposent des financements alternatifs. Il serait toutefois important de préciser que les États et les régulateurs devraient encourager ces innovations tout en mettant en place un cadre qui permet d'éviter des scandales financiers. Donc sur ce, je voudrais remercier très sincèrement, une fois encore, nos éminents panélistes pour la qualité des échanges de ce matin, qui ont été très instructifs pour la communauté francophone du DFI à travers le monde. Je voudrais également remercier les participants qui sont connectés nombreux ce matin pour nous suivre, saluer les membres de nos communautés de praticiens, les communautés de praticiens DFI et les associations professionnelles d'Afrique et d'Asie, remercier aussi nos sympathisants du Niger, du Burkina Faso, du Maroc, de la France et de la Tunisie. Sur ce, nous allons clôturer ce webinaire en espérant vous retrouver en pleine forme au premier trimestre de la nouvelle année 2021 pour un nouveau webinaire en français de DFI. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci à vous.